Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue donc à cette conférence qui portera donc sur le cheveu. Et nous recevons pour cela Sibin Toum, qui va donc nous présenter euh, toute la puissance de ce cheveu. Pour, il va nous apprendre justement, vous apprendre comment émanciper nos cheveux. Alors, je ne vais pas présenter Sibin Toum parce que je pense que lui-même saura mieux se présenter. Je vous remercie en tout cas tous d'être présents, d'avoir répondu à cette invitation. Et donc voilà, je te cède la parole, je te laisse te présenter, puis bah, voilà, la parole est à toi. Je te remercie. Merci Yaya Foulélé. Alors, je ne cache pas mon émotion d'intervenir là, notamment en étant sollicité par toi. Pourquoi? Parce que je peux pas commencer cette masterclass sans déjà rendre hommage à tout le travail que tu fais et depuis des années. Quand je dis tu, c'est bon, là effectivement c'est Sibla, mais je t'ai d'abord connu via Web Messout avec Yaya Zwamba Smanga donc, et puis aussi Amouna. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent parfois sur le net et qui commencent la conscientisation. Et moi, je dois vous rendre hommage à Wem Messoud. C'est qu'une bonne partie de mon émancipation aussi dans la cause afro, dans la cause des nôtres, a été faite grâce à vous via tout le contenu qu'il y avait, notamment sur votre chaîne YouTube, etc. Et donc là, me retrouver à être un des intervenants ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis bon, ça montre aussi le chemin parcouru, parce que je sais que chez vous, pour pouvoir venir prétendre dire quelque chose, il faut avoir quelque chose à dire. Donc voilà, je me sens vraiment honoré de commencer là. Je tiens à vous remercier aussi à tous d'être là un dimanche soir. Alors peut-être que c'est le soir, parfois peut-être encore l'après-midi chez certains. Mais voilà, en tout cas, merci d'être là. Et donc, je vais quand même me présenter un peu rapidement parce que c'est quand même compliqué d'arriver quelque part et il se peut quand même qu'il y ait des personnes qui ne me connaissent pas du tout, ou du moins qui me connaissent, mais de manière un peu tronquée, parce que les médias ne disent pas toujours tout, on n'est toujours pas forcément perçu tel qu'on devrait l'être, donc voilà. Donc moi, je m'appelle Nsimentoum, je suis chevetologue. Alors, chevetologue, c'est quelque chose d'assez simple, c'est dans le sens où c'est une personne qui va s'occuper du soin des cheveux et de la peau, mais selon les techniques ancestrales, c'est-à-dire selon le paradigme ancestral. En fait. Donc, c'est ça un peu qui va être la différence entre un coiffeur ou un dermatologue, par exemple, parce que lorsque vous avez un problème, que ce soit les hommes ou vous, mesdames, très souvent, lorsqu'on a un problème capillaire, on a tendance à aller voir sa coiffeuse ou son coiffeur. Mais le coiffeur ou la coiffeuse ne sont pas spécialement euh, formés pour faire du soin du cheveu. Qu'est-ce que j'entends par soin? C'est-à-dire que s'il y a le moindre petit, la moindre petite chose qui ne va pas forcément, eh ben, le coiffeur n'est pas formé à ça. Le coiffeur suit une formation à la biologie, un peu d'anatomie, etc., etc. Mais lorsque vous allez chez le coiffeur, normalement, c'est dans le but de ressortir plus beau ou plus belle. Donc, il y a un côté artistique dans le travail du coiffeur qui va regarder votre ligne du visage, etc. Et puis faire en sorte que vous puissiez ressortir en vous sentant mieux. Très souvent, on va aller donc voir ce coiffeur ou cette coiffeuse, et si le conseil n'est pas suffisant, à ce moment-là, vous allez aller voir un dermatologue. Sauf que là aussi, je dis souvent que le dermatologue, ça se respecte, hein, il a un bac plus minimum 7-8 puisqu'il est médecin, et ensuite il a des années de spécialisation. Mais très souvent, en fait, les dermatologues ne sont pas habitués à la peau noire. J'insiste là-dessus, puisque ce n'est que dernièrement qu'un jeune étudiant, je crois du Zimbabwe, en Angleterre, a sorti les planches. Vous savez, donc les planches, c'est les différentes photos sur lesquelles apparaissent différents cas, et pour que vous puissiez apprendre à les détecter, par exemple, reconnaître une gale, reconnaître des varices, reconnaître tel ou tel mot de la peau, eh bien, en fait, jusqu'à très récemment, ce n'était fait que sur des peaux blanches. C'est-à-dire que même dans les universités de médecine en Afrique, vous pouviez retrouver des planches sur lesquelles il y avait différentes pathologies de la peau, mais qui étaient faites sur des peaux blanches. Donc,
très souvent, il y a je ne veux pas dire des erreurs de diagnostic, parce que je ne peux pas me permettre de dire qu'il y a eu une erreur de diagnostic, alors je ne suis pas médecin, mais en tout cas, il y a des choses qui ne vont pas forcément dans le bon sens pour nous. Et donc, le cheveuthologue, ça va être quoi? Ça va être quelqu'un qui va être l'intermédiaire entre le coiffeur et le dermatologue, en fait. Pour vous donner un autre exemple, c'est quand on vous parle d'un ébéniste ou d'un peintre, l'ébéniste a suivi une formation qui lui permet de reconnaître du bon bois sur lequel s'exprimer. Mais le métier de l'ébéniste, c'est de prendre du bois, de vous faire une chaise, une table, un collier ou des choses comme ça. Sa spécialité, ça va pas être de traiter le bois en soi. Il va juste apprendre à bien le reconnaître. Il va avoir les différentes étapes, comment est-ce qu'on produit sa matière première, donc ce bois en question. Et par rapport à ça, il va pouvoir s'exprimer artistiquement. Pareil pour le peintre, il va apprendre à reconnaître une bonne peinture, une bonne toile, etc. Mais ce n'est pas lui qui va créer la peinture ou bien même la toile. Donc maintenant, le coiffeur, il va disposer de quelqu'un qui va le fournir en bonne matière. Cette matière, ça va être donc le cheveu. Et cette personne qui va la lui fournir, bah, en l'occurrence, j'ai la prétention de dire que ce sera le cheveuthologue. Je dis le cheveuthologue et non pas moi, parce que le but déjà, ce n'est absolument pas d'être le seul. Bien au contraire, c'est de former plusieurs autres personnes à mon approche, à ce que je fais, parce que moi-même, j'ai reçu des enseignements de différentes personnes, notamment la première, justement, qui avait été interviewée via Wen Messoud, c'est Feu Dame Le Watt. Donc, c'est en écoutant l'interview de Wen Messoud que je me suis dit que j'allais justement aller voir cette dame-là parce qu'elle fait du business afro. À l'époque, c'était ça. En plus, c'était du 100% naturel. Et pour moi, la notion de cosmétique, je savais déjà que ça représentait des milliards, en fait. Il faut savoir que la cosmétique, de manière générale, représente des milliards. Mais dans ces milliards-là, la cosmétique afro représente une grande part puisque à salaire égal, je dis un salaire égal, la femme blanche peut consommer jusqu'à 8 fois plus dans la cosmétique. La femme noire peut consommer jusqu'à 8 fois plus dans la cosmétique qu'une femme blanche. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous prenez deux femmes qui gagnent 3 000 € par mois, là où une femme blanche peut dépenser jusqu'à 100 € par exemple, la femme noire pourra dépenser jusqu'à 800 € dans la cosmétique, juste dans le rayon cosmétique en fait. Et donc là, quand je suis arrivé dans son institut, j'ai vraiment été subjugué, mais je dois avouer que j'y allais dans une optique purement capitaliste, quoi. C'est-à-dire que moi, je venais du monde de la banque finance, je vois que c'est une maman, elle est dans le domaine de la cosmétique, et je me dis, bon, bah, on va devenir millionnaire, puisque les gros consommateurs sont justement les afros. Et ensuite, lorsque j'arrive là-bas, en fait, j'ai été confronté à deux choses d'abord. C'est un, l'ignorance, et ensuite deux, la souffrance. L'ignorance parce qu'en fait, beaucoup de personnes ne savaient pas que nous, peuple noir, nous avions euh, de grandes civilisations au pluriel, que nous avions de grandes techniques, que ce soit dans ce qu'on pourrait appeler la médecine traditionnelle africaine, ou encore dans le soin, dans l'esthétique, la cosmétique, etc. La plupart de ces mamans, ou même de ces jeunes filles qui venaient à l'institut, ne me croyaient pas, en fait, quand j'expliquais ça. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire, parfois, à venir avec mon ordinateur, et pendant que je faisais les soins, en fait, je montrais des vidéos, notamment de One Messoud. Donc, je montrais des vidéos pendant les soins à certaines des clientes qui, selon moi, étaient prêtes à entendre ce genre de choses-là. Donc, j'ai parlé donc de l'ignorance, mais aussi la souffrance. Pourquoi cette souffrance? Tout simplement parce que euh, il m'est très souvent arrivé, mais vraiment très souvent arrivé, de voir des mamans, donc des personnes qui avaient déjà la cinquantaine, alors que moi j'avais à peine la trentaine par là, des mamans qui me disaient qu'elles se seraient plus facilement mises à nu devant moi plutôt que de me montrer en fait leur calvitie et autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, très peu de gens savaient quel type de problème elles avaient. C'est-à-dire que vous voyez à l'époque des amis ou des sœurs, et en fait, l'ami ne savait même pas que l'autre était chauve sous sa perruque, sous ses tresses, sous ses tissages, etc. Parce que là, c'était dans les années 2010, hein, par là. Donc, défrisage, tissage, mèche étaient vraiment au plus fort, on va dire. Ça commençait à décliner, mais il y avait encore beaucoup de mèches, tissage, etc.
Donc, lorsque je vois ces choses-là, donc on continue à faire les soins, etc. J'ai des histoires de femmes qui avaient du mal à choisir même leur chambre d'hôtel, tout simplement, parce que lorsqu'elles partaient avec leur mari, elles voulaient toujours des chambres d'hôtel avec la salle de bain qui était totalement close. C'est-à-dire que c'était le seul moment où elles pouvaient arriver et se reposer, fermer la porte et commencer à tenter de faire des soins sur leur tête. C'est encore des femmes qui ne pouvaient pas emmener leurs enfants à la piscine, puisque de peur que si jamais il fallait intervenir dans l'eau, eh bien, le bonnet s'en aille et puis qu'elles deviennent la risée de tout le monde et qu'en plus elles fassent honte à leurs propres enfants, qui eux-mêmes, les enfants, ne savaient pas que leur maman était quasiment chauve. Donc c'est un peu tout ce genre de choses-là que j'ai pu voir et constater. Au bout de quelques années, donc en 2013, je me sépare d'Amle Watt, mais je suis quand même piqué par le virus, si je puis dire, et je décide de devenir ce qu'on appelle un consultant en entreprise, ou plutôt business developer, dans le sens où j'aidais des gens à aller développer des business, notamment sur le continent, en fait. Et donc, en faisant ça, désolé, je suis en train de... Et donc, en faisant ça, je me suis très souvent retrouvé dans différents pays d'Afrique, notamment Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Et donc, j'allais en mission, c'est-à-dire une maman qui est ici en Europe, hein, qui est infirmière ou avocate ou quoi, qui a de l'argent, qui aimerait investir au pays, mais qui parfois a du mal à envoyer l'argent à la famille parce que, on le sait, hein, parfois, je dis pas que c'est toujours le cas, mais parfois, lorsqu'on envoie un Western Union, eh ben, tout d'un coup, il y a toute une épidémie de cas de palu qui se présentent. Et donc, le budget, en fait, se trouve réduit et parfois, certains projets ne peuvent pas avoir lieu. Donc, moi, j'étais le genre de personne qui partait et qui mettait en œuvre les différents projets, que ce soit la construction d'un hôtel ou bien très souvent, dès que j'avais du temps, que ce soit des week-ends, ou même une fois que ma mission était terminée, eh bien, en fait, je gardais pour aller dans certains villages en Afrique et avec les anciens aussi, comment est-ce que ça se passe. Bentou, Oui. excuse-moi d'intervenir. On a un souci avec ton micro. Oh, pardon. Ah, il y a des frottements peut-être, oui. Là, c'est bon? C'est bon, c'est bon. D'accord, merci. Et donc, ayant eu déjà quelques connaissances avec Dame Le Watt, ben, je suis parti aussi sur le terrain pour voir ce qu'il en était exactement et voir ce que je pouvais voir et comprendre du reste. Donc, ça fait à peu près presque une dizaine d'années que je fais ça. Et donc, c'est en ça que je me suis autoproclamé chevetologue, puisque effectivement, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, pas encore. Mais j'ai accepté ce mot parce que ce n'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est une sœur ivoirienne qui parle donc couramment le nushi, donc c'est un peu le pidgin ou l'argot ivoirien, qui consiste à prendre des mots de la langue coloniale qui a été imposée, donc le français, et de malaxer cette langue avec différents mots de différents peuples de Côte d'Ivoire. Et donc elle, lors d'une masterclass privée, donc à domicile, après, à la fin de cette masterclass, elle a dit, mais toi, vraiment, avec toutes les connaissances que tu as, en fait, sur le cheveu, tu es devenu chevetologue, quoi. Donc, j'ai apprécié cette expression parce que, justement, quand on parle de chevetologue, on entend que ça parle de cheveux. Elle a rajouté le logos et c'est aussi une façon de trafiquer, de triturer la langue et donc de nous attribuer certains mots, certaines fonctions, voire même certains métiers, pourquoi pas, qui n'existent pas. Mais voilà un peu, en gros, qui je suis. Voilà. Donc maintenant, le but pour moi, c'est de vous parler du cheveu, de notre cheveu, parce qu'effectivement, il y a eu quelques réflexions qui ont été faites justement avec l'équipe de Essibla. Pourquoi même préciser cheveux afro, puisque voilà, c'est notre cheveu, donc autant dire notre cheveu. Pour parler de notre cheveu, je pense que très souvent, vous savez qu'on parle de... On nous dit souvent, enfin beaucoup de gens maintenant savent que le cheveu, c'était notre pièce d'identité depuis les anciens temps. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on voyait quelqu'un, on pouvait tout de suite voir selon la coiffure que la personne avait, selon la façon dont ça allait être mis, dans les cheveux pouvaient être agencés. On savait tout de suite si on avait affaire à une femme qui était mariée ou pas, si on avait affaire à un guerrier ou bien un prince, etc., etc. Donc c'était notre pièce d'identité, aussi bien les cheveux que notre peau, mais
ce qu'on entend aussi maintenant, ce qui commence un peu à se dégager dans certaines informations, c'est que les cheveux, en fait, c'était aussi des antennes. Et là, c'est un peu plus subtil, dans le sens où lorsqu'on parle d'antennes, les cheveux étaient et sont normalement aussi des antennes, aussi bien émettrices que réceptrices. Donc là, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Essayez comme de vous renseigner auprès de vos anciens. N'hésitez jamais à titiller, même vos parents, hein, même quand vous pensez qu'ils ne savent pas ou bien qu'ils ont laissé ça. Bien, très souvent, ils se souviennent parfois aussi de ce qui se passait quand ils étaient beaucoup plus jeunes, quand ils avaient 8, 10, 12 ans, quand ils étaient pour certains encore au village. Certains ont encore des réminiscences et donc il ne faut surtout pas hésiter à les réactiver là-dessus. Le cheveu, donc, comme étant une antenne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire qu'on peut avoir une certaine forme de connexion avec un monde plus subtil, on va dire que c'est le monde spirituel, via les cheveux. Et lorsque je dis ça, ça peut paraître un peu bizarre, ou bien on peut se dire oui, bon, c'est évident, mais pour vous parler un peu de cette importance du cheveu, je vais me déplacer un peu vers le continent indien, enfin, continent asiatique, et on va parler de l'Inde, lorsque très souvent vous voyez ces femmes et ces hommes qui vont et qui font des vœux dans les différents temples, que ce soit pour Ganesh, Krishna et autres. Les personnes en question ont des cheveux. Et très souvent, une fois que le vœu est exaucé, la personne doit couper les cheveux. Alors, bien avant qu'il y ait le business des perruques, mèches, etc., il se devait quand même de couper les cheveux. Je prends un exemple. Une femme qui veut avoir un enfant, elle va aller prier, 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 prier auprès de Ganesh. En fait, via ses prières, elle va émettre une demande d'avoir un enfant, voire même des enfants. À travers ses cheveux, il y a ces demandes-là qui vont être émises dans l'univers. On va appeler ça dans l'univers. Une fois que son vœu est exaucé, elle se doit de couper les cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va irradier totalement de tout son être, elle va irradier toujours cette demande d'obtenir un enfant. Et donc là, il y aurait comme une sorte de dissonance. Comment se fait-il que tu demandes un enfant alors que, à travers les cheveux, tu es toujours dans cette demande d'avoir des enfants? Donc, elle se doit de couper une fois que le vœu est exaucé, en fait. Et donc, ce principe était valable pour différents types de vœux. Voilà donc pourquoi, en majeure partie, les Indiens étaient amenés à couper, les Indiens plutôt étaient amenés à couper, parce qu'ils avaient cette conception-là, eux aussi savaient qu'il y avait quelque chose dans le cheveu. Quand on revient au niveau maintenant de l'Afrique, on se rend compte que cette connexion était importante et que nos anciens aussi savaient ça. Et même dans le cheveu, il y avait différentes étapes où on était amené à couper le cheveu. Alors là, je vais parler du cheveu dans deux sens. Lorsque c'est nous-mêmes qui coupons le cheveu, ça a une signification. Et lorsqu'on vous impose de vous couper les cheveux, voire même lorsqu'on vous coupe les cheveux de force. Donc lorsque c'est nous-mêmes qui étions amenés à couper les cheveux, en général, de manière générale, hein, il y a plusieurs étapes. Il y a quelques temps après la naissance, ça peut être au bout de 7 jours, ça peut être au bout d'un an, au bout de 3 ans ou quoi. Donc pour marquer un moment bien précis au niveau de l'enfance. Quelque temps avant l'initiation, vers l'âge de 11, 12, 13 ans, notamment chez les hommes. Et puis, une autre étape majeure, ça va être par exemple pendant le deuil. Lorsque l'être humain est encore un petit nourrisson ou autre, vous aurez remarqué que très souvent l'enfant est en train de sourire, même quand il dort, le nourrisson, hein, vraiment, alors qu'il n'a pas appris à sourire, mais vous voyez parfois des sourires ou autres. Dans certaines coutumes ou traditions, on dit que il sourit avec les anges, en fait. Il parle aux anges, donc voilà, il est bien avec eux. Lorsqu'on va être amené à couper le cheveu, parfois ça peut être au moment où on va lui donner un nom, au moment du baptême, dans certains peuples ou autres. En fait, c'est une façon de dire que, écoute, là, on va couper cette connexion-là. Maintenant, tu es bel et bien sur Terre, avec nous. Et donc, cette connexion, on ne va pas dire qu'elle s'arrête, mais on va faire en sorte de faire comprendre que là, c'est un moment, un stade pendant lequel tu vas être avec les autres humains sur ce plan de conscience, en tout cas de manière incarnée. Donc, il y a cette première étape.
Avant l'initiation, très souvent, on peut être amené à couper le cheveu aussi. Pourquoi? Parce que de 0 à 11-12 ans, lorsque tu fais une petite bêtise, tu cours, tu vas embêter tes gens, tu viens tout de suite te cacher chez papa ou bien chez maman ou quoi. Mais au moment où tu as cet âge-là et que tu vas être initié, on te fait comprendre que tout ça là maintenant, c'est terminé. Tu n'es plus un enfant, tu vas être initié, tu vas être amené quelque temps plus tard à fonder toi aussi normalement une famille. Tu te dois donc d'être responsable. On va couper ce moment-là, te faire comprendre, te signifier qu'on coupe ce moment-là pour que tu puisses recevoir certains types d'enseignements qui seront beaucoup plus poussés et que tu puisses aussi changer d'état même dans ta tête. Au moment du veuvage, imaginez donc une personne avec qui vous avez passé toute votre vie, une bonne partie de votre vie, et donc vous avez partagé une certaine intimité, même physique, vous avez même dormi ensemble, tête contre tête, donc cheveux aussi contre cheveux, et cette personne n'est plus sur ce plan de conscience, sur ce plan donc incarné. Eh bien, très souvent, pour commencer ou pour terminer le deuil, je parle vraiment de manière générale, hein. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que chez moi, il y a telle ou telle coutume, mais de manière générale, il y aura, de manière traditionnelle, vraiment ancienne, il y aura très souvent cette étape qui va consister, pardon, à couper le cheveu pour marquer que justement il y a un autre stade et donc je termine d'une certaine manière le veuvage et je vais pouvoir continuer ma vie sur ce plan de conscience, éventuellement me remarier, etc., etc. Donc ça, c'était les moments où on pouvait être amené à couper nous-mêmes nos cheveux pour montrer que on va changer d'état d'une certaine manière. Ce sont des choses qui se retrouvent encore aujourd'hui, notamment chez vous, mesdames, puisque l'homme noir a très souvent le cheveu court, très souvent, je dis bien. Chez vous, mesdames, parce que lorsque vous changez parfois de métier, ou bien même lorsque vous changez, que ce soit de mari ou de copain ou autre, très souvent, il y a cette envie de changer aussi de coiffure pour marquer une nouvelle étape, quelque chose de nouveau. Ça, donc, j'étais dans les étapes où c'est nous-mêmes qui décidons de couper nos cheveux. Par contre, il y a eu une autre étape où on nous a imposé. Les étapes où on impose de couper les cheveux, je vais vous en donner quelques-unes. Je ne vais pas aller dans l'ordre chronologique, mais vous remarquerez que même ici, en Occident, ce sont des choses qui sont là et qui sont latentes. Fin de la guerre 39-45, on s'est mis à raser, à tondre les femmes qui étaient soupçonnées d'avoir couché avec l'ennemi nazi, et on les tondait publiquement comme pour couper cette, comment dire, comme pour les humilier, mais comme pour couper quelque chose aussi. Donc ces femmes-là, on les tondait. Avant le service militaire, à l'époque, même ici en Europe, lorsque vous entriez dans la caserne, une des premières étapes, c'était de vous couper les cheveux, comme une façon de dire que ici maintenant, le chef, c'est moi, le sergent instructeur, je vous rase la tête. Avant d'aller au bagne, c'était pareil. Avant d'aller en prison aussi, c'était pareil. On coupait les cheveux comme pour montrer que maintenant, là, c'est moi qui dirige, c'est moi en fait qui m'impose quoi vis-à-vis de toi. Bien sûr, lors de cette fameuse période qui a été l'esclavage, la traite, etc., on a très souvent eu tendance à couper le cheveu aussi. L'une des premières choses qu'on faisait aussi avant que les hommes, ou même les femmes, mais surtout les hommes, montent dans le bateau, c'était aussi de raser la tête. Alors, il y a plusieurs explications. Il y a aussi le fait que si demain je devais être embarqué dans un bateau avec, je vois un frère Foulélé qui est loin là-bas, qui a une coiffure que je semble reconnaître, eh bien, il y a de fortes chances que j'essaye éventuellement d'être à côté de lui parce que je me dis que je connais son peuple, je connais sa langue, et ça aurait pu créer aussi des mutineries parce qu'au moins on parlerait la même langue. Mais il y a aussi autre chose, je pense, derrière, puisque de toute façon les gens étaient enchaînés, donc il y avait peu de chances qu'ils puissent prendre la place de l'un et de l'autre, mais il y avait aussi, je pense, cette façon d'humilier et de forcer et de montrer qui est maintenant le chef, quoi, d'une certaine manière. Ça passait par le fait de tondre, de couper le cheveu. Pourquoi? Parce que, en fait, le cheveu, comme je vous ai dit, c'est non seulement des antennes, mais dans d'autres acceptions, le cheveu peut aussi être considéré, chez certains, hein, ils disent que chaque cheveu peut représenter une pensée. Donc, vous voyez un peu le nombre de cheveux qu'on a sur la tête quand tout va bien. Eh bien, donc, ça veut dire qu'on est censé avoir une multitude de pensées, en fait. Et maintenant, lorsqu'on va coiffer, la personne qui va coiffer le cheveu
va en fait, d'une certaine manière, ordonner les pensées. Parce que si les cheveux, chaque cheveu représente une pensée, donc la façon d'agencer les cheveux représente une façon aussi d'agencer la pensée. Et donc, d'une certaine manière aussi, d'agencer les vibrations qui viennent au niveau du siège de la pensée, donc la tête, et donc pour faire en sorte qu'il puisse y avoir telle ou telle énergie, on va dire ça comme ça, qui vienne en vous et qui puisse vous aider à avancer dans votre vie. Raison pour laquelle, donc, selon les différentes étapes, selon les différents degrés, que ce soit d'initiation ou autre, le cheveu a parfois pu faire partie de ces, comment dire, de ces outils permettant aussi à l'homme d'aller de l'avant et de toujours continuer à s'améliorer vers cette notion d'équilibre et d'harmonie. Donc, ça me permet aussi d'introduire, quand je vous parle de cette façon d'agencer le cheveu, donc les différentes coiffures, on va voir par exemple les vanilles, le fait de lier deux mèches, et aussi la tresse. La tresse, c'est trois branches. Et très souvent, on se demande, mais pourquoi trois branches et pas d'autres ou quoi? Ben, parce que, en tout cas, de ce que j'ai eu comme enseignement de certaines mamans, elles ont fait comprendre que, tu me corrigeras, Foulélé, si je me trompe, mais c'est que le 3 est un nombre très important, notamment puisqu'il représente aussi les Makuku Matatu, c'est-à-dire que vous avez deux bûches comme ça et une troisième qui vient, et c'est le début, en fait, de la vie, puisque ces trois bûches qui sont maintenues comme ça représentent le foyer, et c'est là-dessus que vous pouvez faire déposer une marmite. Donc, ça représente le père, la mère et l'enfant. Parce que c'est à partir de là que vous pouvez constituer le début d'une famille, le début d'un clan, le début d'un village, le début d'une nation, le début d'un peuple. En fait, ça commence par ce trois-là en question. Et donc, très souvent, la tresse a été populaire aussi pour ordonner les pensées, ordonner les cheveux, les agencer via la tresse et après via les différents motifs que vous pouviez être amené à faire. Pourquoi? Parce que en fait, on peut faire des tresses comme le motif que j'ai là, mais quelqu'un d'autre aurait pu avoir un autre type de motif, etc. Et il y a même certains scientifiques qui sont arrivés à dire que, bah, en fait, les figures de nos différentes coiffures pouvaient parfois représenter des fractales, des figures géométriques respectant le nombre d'or, etc., etc. Et comment donc nos peuples étaient capables de faire ce genre de choses-là? Toujours, j'insiste bien, au niveau du siège de la pensée, à savoir donc la tête. Donc la connexion se fait et on va agencer les cheveux. On va donc ordonner la façon dont certaines ondes vont pouvoir arriver en nous. Je vous parle de ça, mais en même temps, ça me permet aussi, même si on va parler de cheveux, ça me permet aussi de remettre un peu les pendules à l'heure, si je peux me permettre, concernant le métier de coiffeur et de coiffeuse. Très souvent, dans nos pays, hein, il faut quand même qu'on se dise certaines vérités. Dans nos pays, lorsque quelqu'un est coiffeur ou coiffeuse, notamment les femmes quand elle est coiffeuse ou tresseuse, on va dire, bon, elle n'a pas pu faire d'études, de grandes études, elle va faire secrétariat. Elle n'a pas pu faire, même secrétariat, elle ne peut pas faire, bon, elle va faire coiffeuse, ou bien elle va aller vendre au marché. Alors que c'est un métier qui, selon moi, est un métier noble, si vous comprenez tout ce que je viens de dire auparavant. C'est un métier non seulement qui est noble, mais c'est un métier qui est très sensible, très important, puisque même dans les anciens temps, je ne pense même pas qu'on les appelait comme étant des coiffeuses à proprement parler, mais il faut comprendre que normalement, donc, une coiffeuse, c'est une personne qui est censée avoir un minimum de connexion qui fait que lorsqu'elle va vous voir arriver et lorsqu'elle va commencer à agencer vos cheveux d'une certaine manière, ça implique donc qu'elle le fasse de la manière la plus harmonieuse qui soit. Et donc pour arriver vers cet état d'harmonie, il faut qu'elle arrive à être assez bien à l'écoute de votre corps, de votre vibration, pour pouvoir agencer les cheveux de la meilleure des façons possibles. Et c'est ce qui va faire que lorsqu'une coiffeuse va être considérée comme étant bonne, eh bien, lorsque vous vous regardez à la fin, vous allez vous sentir beau. Mais beau, ce n'est pas d'un point de vue beau ou belle, hein, mais beau ou belle, ça ne sera pas d'un point de vue esthétique. Ça sera que lorsque vous allez voir cette image de vous, vous allez sentir que oui,
les choses sont alignées, en fait. Que ce soit la coiffure, même si on pouvait voir quelque chose qui va sur le côté pour une ou bien sur le côté pour l'autre, on allait sentir cette harmonie et la personne allait sentir qu'elle vibre d'une certaine manière. Petit parallèle quand même, puisque bon, je ne l'ai pas dit dans mon historique, mais ce qui m'a amené à m'intéresser à la chose naturelle au tout début, moi, c'était la pratique des arts martiaux. La pratique des arts martiaux et aussi plus tard de l'Ayurveda. Et dans l'Ayurveda, il y avait aussi le yoga. Et même dans le yoga, de ce que j'ai vu, il y a aussi, selon le travail spirituel que vous êtes amené à faire, la coiffure aussi aura de son importance. Donc c'est juste pour vous dire que nos anciens avaient, je ne sais même pas si je peux parler de haute technologie, mais en tout cas c'était une haute science qui faisait qu'ils maîtrisaient déjà ces choses-là et qu'ils étaient capables donc de faire des choses qui étaient vraiment en adéquation et pour faire en sorte que l'être humain de chair et de sang puisse être en totale adéquation avec tout ce qui l'entourait, aussi bien d'un point de vue énergétique, spirituel que physique aussi. Ne pas aller n'importe où, ne pas vivre n'importe où, s'installer n'importe où, etc. Donc c'est un peu ça l'importance qu'il y a dans le cheveu, qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est très important, notamment même le métier de coiffeur ou coiffeuse. Dernièrement, sur mon Instagram, c'est venu comme ça, via une interview que j'avais eu à faire dans une radio, et des gens ont réagi par rapport au fait que j'avais dit que on a gardé ça dans nos peuples, quel que soit, qu'ils soient encore en Afrique ou même dans la Caraïbe, on n'accepte pas qu'on puisse toucher notre tête, et notamment nos cheveux, même ceux de nos enfants. Et surtout, on ne laisse pas traîner nos cheveux et nos ongles non plus, on ne les laisse pas traîner. Bon, scientifiquement parlant, on va vous dire que le cheveu est constitué de kératine, mais l'ongle aussi est constitué de kératine. Scientifiquement parlant, on va vous parler de kératine, mais dans d'autres paradigmes, eh bien, on vous parlera plutôt d'antennes. Donc les ongles aussi sont des antennes puisqu'ils se trouvent être au bout des doigts. Et bon, ce n'est pas trop le but de la discussion, mais c'est des petits tips comme ça, comprenez-le, dans le sens où ce sont aussi des antennes et c'est aussi une matière qui permet certains types de connexions. Sans pour autant aller dans des choses, parler de maraboutage ou je ne sais quoi, ce n'est pas du tout le but de la discussion, c'est juste de comprendre l'essence, c'est-à-dire ce qui est même derrière ces choses-là, c'est justement le fait que le cheveu euh, sert de, comment dire, d'antenne pour pouvoir se connecter et que selon la façon dont on va agencer le cheveu, dont on va l'ordonner, il va y avoir on aura un certain rapport avec nous-mêmes, avec l'univers, avec ce qui nous entoure. Et donc, lorsqu'on est amené à se faire couper le cheveu par quelqu'un d'autre qui savait ça, puisque au départ, quand le blanc arrive, il est d'abord explorateur, on va dire que c'est la version soft, il est explorateur, il vient avec des cahiers, il note, il dessine, etc., etc. Et ensuite, il devient le colon. Donc là, il impose physiquement. Il n'est plus là à prendre des notes juste pour des notes, mais il vient avec les armes et il va imposer sa façon de faire. Il va prendre géographiquement le territoire et il va imposer beaucoup de choses, notamment dans la coiffure, en exigeant toujours que les crânes soient rasés, notamment ceux des hommes, en fait. Et si je suis arrivé là à vous parler du fait d'imposer de couper les cheveux, c'est aussi parce que il y a des enjeux qui sont là, bel et bien là, autour du cheveu. C'est par exemple le fait que, je ne sais pas si je peux le dire de cette manière-là, mais comment dire? Vous comprenez donc maintenant que le cheveu est une antenne. Il permet une certaine forme de connexion. Dès l'instant que vous allez mettre certains produits qui vont abîmer votre cheveu, ça veut donc dire que vous abîmez votre antenne. Alors pour les plus anciens, vous avez connu l'époque des paraboles, lorsqu'on voulait avoir le satellite, regarder telle ou telle chaîne des États-Unis ou même du pays, et vous saviez très bien qu'il suffisait qu'il y ait des nuages pour que ça passe moins bien, qu'il suffisait qu'il y ait
un oiseau qui vienne se poser pour que ça passe moins bien. Il suffisait même que la parabole soit un peu fendue. À l'époque, elle était ronde, hein, ce n'était pas les petits pavés rectangulaires, mais il suffisait même que la parabole soit cassée ou fendue pour que la connexion ne soit pas forcément bonne. Donc maintenant, imaginez au niveau de votre cheveu. Si jamais vous n'utilisez pas les produits qui sont adaptés, vous avez toujours des cheveux sur la tête, mais il y a peut-être de fortes chances que certaines connexions ne se fassent pas bien non plus. Pire encore, on peut même parfois vous proposer très souvent, et c'est ce que j'ai remarqué, de mettre du plastique sur la tête. Du plastique sur la tête, je m'explique. En général, si vous regardez dans la plupart de vos produits cosmétiques, pour certains, hein, surtout du grand public, dans les magasins grand public, vous remarquerez qu'il y a un composant qui est très, 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 très présent, notamment pour les produits afro, c'est Paraffinum liquidum. Donc la paraffine liquide. La paraffine, c'est quoi? C'est tout simplement un dérivé de pétrole. Et en gros, c'est du plastique. Donc, pour vous donner une image, c'est quand vous avez les bougies, là, comme ça, la bougie, même au pays, hein, qu'on fait brûler, la goutte là qui est là, c'est de la paraffine. Et eux, ils ont appelé ça, avec le nom latin, paraffinum liquidum, pour tout simplement dire que c'est de la paraffine qui va rester liquide. C'est ce que vous allez retrouver dans vos laits de toilette. Donc, peau et cheveux sont des antennes. Donc, dans les laits de toilette, mais aussi énormément au niveau de vos cheveux, des produits capillaires. Regardez bien, vous verrez, je sais pas, bon, comme la plupart vous êtes chez vous, vous prendrez le temps de regarder ou vous demandez à quelqu'un d'aller vous apporter les produits et vous allez très souvent trouver Paraffinum liquidum. Et très souvent, ce seront dans des produits que vous n'aurez pas besoin de rincer. Voyez. Donc, ça veut dire que vous appliquez ce plastique, cette couche de plastique qui va déjà étouffer votre cheveu, étouffer votre peau. La plupart des personnes qui ont des problèmes de peau, on leur propose des dérivés de pétrole, de la paraffine. Donc là, je ne peux pas dire des noms, même si ce n'est pas une chaîne publique, mais le fin d'un certain médicament, enfin, d'une certaine crème pour la peau qui se termine par fin, c'est le fin de paraffine. Bon, je vais vous aider, ça commence par bi et ça termine par fin. Donc voilà, si vous trouvez, tant mieux. Mais attention, il n'y a pas que ça. Regardez bien, la plupart des produits qu'on va vous proposer en pharmacie et parapharmacie, qui seront très souvent pour des peaux afro, on va le dire, des peaux noires, ce sont des dites atopiques, patati patata, notamment même pour nos enfants. Lisez bien la composition. Quand je parle de composition, ce n'est pas ce qui est devant. Ce qui est devant, on va vous mettre la super publicité de l'aloe vera, telle ou telle plante, toujours ce qui est derrière. Parce qu'au moins, ce qui nous sauve ici, c'est qu'on est toujours obligé de dire ce qu'il y a dans la composition de vos produits cosmétiques et de vos médicaments. Et très souvent, vous allez retrouver Paraffinum liquidum. Parfois même, ça va être encore plus clair. Ce sera écrit pétrolatum. Il y a quoi encore comme autre nom? En tout cas, tout ça, ce sont des dérivés de pétrole. Et donc, ça va venir étouffer le cheveu, étouffer la peau et la rendre en fait plus fragile. Là où on vous fera croire que en fait, on est en train d'améliorer votre peau, vous ne faites que mettre du plastique sur votre peau, du plastique sur vos cheveux. Et s'il faut maintenant parler d'une puissance du cheveu, eh bien forcément, le cheveu ne sera que moins puissant, même sans pour aller chercher une forme de connexion ou autre. Mais si vous mettez du plastique sur votre cheveu, on aura beau vous mettre le dessin d'un avocat, la plupart du temps, vous vous rendrez compte que l'avocat va se retrouver vers la fin de la liste, parce qu'ils ne sont pas bêtes. À quoi ça sert de vous mettre de l'avocat en forte quantité alors que votre cheveu ne sera plus capable d'absorber l'avocat? Donc ça veut dire que votre cheveu va beaucoup moins consommer, puisque les différentes écailles des cheveux seront pleines de plastique en fait. Votre peau, ça va être pareil. Et donc, on va commencer à se retrouver avec des situations de plus en plus difficiles. Et c'est donc l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que dans la plupart des magazines, parce que maintenant, dans les magazines mainstream, quand vous entendez mainstream, c'est une façon de dire les magazines donc grand public. Nous sommes en Europe, donc les magazines grand public seront d'abord des magazines pour les consommateurs occidentaux. Mais même dans ces magazines-là, maintenant, vous allez commencer à trouver des conseils pour comment vous occuper de votre peau afro, ou peau métissée, ou vos cheveux, etc., etc. Et très souvent, en préambule, on va d'abord vous dire que la peau
noir ou métissé, ou le cheveu afro ou métissé, sont considérés comme étant fragiles. Je ne sais pas si vous pourrez nous dire un peu vos retours un peu plus tard, mais très souvent, on commence par vous préciser que nos peaux sont fragiles. Et là, j'ai envie de dire, je suis un peu étonné quand même, parce que, a priori, scientifiquement, la création a commencé en Afrique, avec des peaux noires, et on est en train de nous dire que les premières peaux, en tout cas, étaient censées être fragiles, peut-être dans le but de venir et d'apporter d'autres modifications pour que ça soit en mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'on me dise que ma peau est fragile, moi, je suis de la génération 78. Je sais que même enfant, lorsque c'était l'été, on pouvait se moquer de moi à l'école. Ah, t'as des cheveux comme de la moquette ou je ne sais quoi. Mais il y avait une chose où j'étais bien fier, c'est que dès que l'été arrivait, j'avais pas de coup de soleil. Je me moquais même de ah, t'as des coups de soleil, patati patata. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de jeunes enfants noirs qui ont des coups de soleil. Je parle même pas au pays, hein. Je dis en France, en Europe, là où le soleil ne tape même pas comme à Dakar ou à Abidjan ou Brazzaville ou autre, il y a des enfants noirs qui ont déjà des coups de soleil, avec un soleil qui n'est pas aussi fort. Alors bien sûr, il y a l'alimentation, etc., etc., mais comprenez qu'il y a aussi le soin qu'on va apporter à nos cheveux et donc l'importance qu'on va apporter donc, aux soins du cheveu, en sachant que nos cheveux ne sont pas une matière morte, comme ce qui est appris dans les instituts de coiffure, dans les écoles de coiffure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même un blanc peut s'amuser à décolorer, recolorer ses cheveux, etc., etc., c'est parce qu'on part du postulat que les cheveux sont cliniquement, on va dire, d'un point de vue organique, ils sont morts. C'est ça l'argument. Autant ils reconnaissent que le cuir chevelu reste vivant, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur le cuir chevelu, donc la peau en fait. Raison pour laquelle ils ne vont pas dépigmenter leur peau. Mais pour le cheveu, on vous dit non, non, mais de toute façon, vous n'avez pas mal. Quand on vous coupe un cheveu, vous n'avez pas mal. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi sur votre cheveu. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est quelque chose de mort. Alors que pour nous, en tout cas dans le paradigme ancestral, le cheveu est tout sauf mort par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Ce sont des antennes. Bon, peut-être que plus tard, on ira même plus loin sur la notion peut-être de spirale sans aller forcément trop dans le détail parce que bon, publiquement, c'est pas forcément conseillé d'en parler de cette manière-là. Mais sachez que le cheveu est tout sauf mort, raison pour laquelle on ne laisse pas traîner ses cheveux. Même une fois coupés, on ne les laisse pas forcément traîner. Et pareil même pour les ongles. J'étais un peu long, mais on peut passer éventuellement à des questions-réponses, notamment avec toi, Yaya, ou avec d'autres. D'accord, très bien. Bon, je pense que les personnes qui sont là auront certainement des questions à te poser. J'aimerais te poser une question par rapport à ton activité, parce qu'effectivement, là, tu nous en apprends beaucoup sur les soins à apporter pour les cheveux. Est-ce que tu gères, enfin, tu t'occupes que des cheveux? Tu as parlé aussi de la peau. Donc, est-ce que tu apportes aussi des conseils sur la peau? Mais toujours est-il, c'est que voilà, là, on apprend que donc, tu l'as dit, tu es un cheveunologue. Et donc, est-ce que si parmi toutes les personnes qui sont là, par exemple, ils ont besoin de conseils et autres, comment ça se passe par rapport à toi, bien évidemment? D'accord. Merci pour la question. Alors, effectivement, donc j'ai dit cheveuthologue, hein, c'est un spécialiste du soin de la peau et des cheveux. Pourquoi? Parce que déjà, même de base, on ne peut pas s'occuper d'un cheveu si on ne s'occupe pas de la peau qui est en dessous, donc c'est-à-dire la terre qui représente. Si le cheveu devait représenter une plante, le cuir chevelu représenterait donc cette fois-ci la terre. Donc, on est obligé en fait de s'occuper de la peau, normalement. Et puis, effectivement, même au niveau de la peau de manière générale, on explique aussi comment prendre soin de sa peau. Maintenant, pour moi, si jamais des gens ont besoin de conseils ou autres, moi, de base, alors c'est vrai que j'ai une attitude qui peut paraître un peu bizarre, c'est que déjà, moi, je suis gratuit, pour commencer.
Je suis gratuit, je vais préciser, hein. C'est-à-dire que ce soit pour des conférences comme celle-ci, pour toutes les masterclass dont les gens peuvent entendre parler, je suis gratuit en tant qu'intervenant. Alors, je ne dis pas du tout que ceux qui sont payés en tant qu'intervenant, c'est pas bon, c'est pas du tout le débat. C'est juste pour dire que j'ai une certaine approche qui fait que je pense que déjà moi, en étant le plus accessible possible, eh bien, le plus de personnes puissent avoir accès à ces connaissances-là, d'autant plus que ces connaissances, je les ai acquises gratuitement dans les différents villages, acquises gratuitement, mais avec, comme on dirait de nos jours, avec un coup de pression. Un coup de pression qui consiste à dire que c'est bien, tu t'intéresses à nos choses, aux choses du passé, etc., mais fais-en bon usage. Donc, c'est juste pour faire comprendre que c'est pas non plus que de la blague, ou bien juste du folklore, ou je ne sais quoi. Et maintenant, une personne qui voudrait pouvoir bénéficier de certains de mes conseils, elle peut soit m'écrire si elle est à distance par mail, donc à nsibentoum.chevetologue@gmail.com. Je pense qu'on laissera les adresses à la fin. Et puis aussi via mes réseaux sociaux, je suis beaucoup plus actif quand même sur Instagram, c'est vrai. Je vais commencer à changer aussi ma façon de communiquer et autres. Mais lorsqu'on me sollicite maintenant pour quelque chose de plus direct, de plus personnalisé, je fais ce qu'on appelle des diagnostics. Alors, je peux les faire en ligne ou bien sinon je vais faire des diagnostics physiquement. Donc, j'organise régulièrement, hein, je le mets sur Instagram, des journées de diagnostic. Donc, vous cliquez sur un lien, vous choisissez votre plage horaire. En général, c'est 25 minutes pour le diagnostic. Et comme c'est un temps qui est privé et que je dois aussi louer une salle pour pouvoir recevoir les gens et autres, eh bien, en fait, là, à ce moment-là, je vais être payant. Ça sera, en général, c'est 25 euros. Ouais, 25 euros le diagnostic, pendant lequel donc, je vais regarder votre cuir chevelu, regarder vos cheveux. Vous venez avec les produits que vous utilisez d'habitude. On va essayer un peu de décrypter parfois certaines étiquettes pour mieux comprendre ce qui va et ce qui ne va pas aussi. Et puis voilà. Par contre, à distance, c'est vrai que le diagnostic est un peu moins facile parce que c'est plus vous qui allez me raconter ce qui se passe, mais moi, je ne pourrais pas forcément constater les choses, que ce soit dans le palpé, etc., etc., parce que l'approche, normalement, pour nous, c'est d'observer les choses avec le plus de sens possible. Donc la vue, le toucher, même l'odorat, il m'arrive aussi de sentir les cheveux des personnes pour voir ce qu'il en est. D'accord, très bien, merci. Donc effectivement, on transmettra à les personnes qui sont inscrites les différentes possibilités de te contacter. Donc, voilà. Très bien. Bah, écoutez, Sibantou est donc là, il vous écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à prendre la parole et lui poser vos questions. Donc n'hésitez pas, hein, le premier qui se sent prêt, qui pose sa question. Peut-être à ton niveau, faut les peut-être, je ne sais pas, du coup. Alors, bah, oui, je vais commencer aussi à poser une autre question. Tu parlais d'antenne, effectivement. Ce qui veut donc dire quelle est la conséquence pour quelqu'un qui, comme moi, des fois, il m'arrive de me raser totalement le crâne. Est-ce que quelle est la dimension, la perte en fait? Est-ce que c'est conseillé finalement de se raser le crâne ou aurait-on tort du coup de se raser le crâne? Waouh! Oui, c'est vrai que ça peut être pris de différentes manières. Alors, très souvent, même lorsqu'on entre en, enfin, c'est pas forcément le bon mot, mais en prêtrise, ou en tout cas quand on commence à devenir, à entrer dans l'initiation ou autre, ou même parfois ce qu'on dit souvent des hauts initiés ou quoi qu'est-ce, ont tendance à avoir le crâne rasé. Maintenant, une action peut être faite par deux personnes, mais dans un état d'esprit différent, c'est-à-dire dans une charge. Ils vont charger l'acte différemment et donc ça ne va pas donner la même chose. C'est un peu ce qu'on peut appeler une forme de rituel
qui va faire que vous pouvez faire le même geste, mais là où un va se connecter, l'autre ne va pas forcément se connecter. J'entends par connecter spirituellement, par exemple. Maintenant, le fait de se raser la tête, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas spécialement de grands problèmes en soi avec le fait de raser la tête. Si tu as envie de te raser la tête d'un point de vue esthétique ou quoi, mais il se peut quand même que tu, en tout cas dans cette forme de paradigme, mais que tu perdes un peu quand même une certaine facilité à avoir avoir un peu plus de connexion d'une certaine manière. Maintenant, de ce que j'avais demandé à un ancien, je l'avais titillé de cette manière-là. Je lui ai dit, ouais, mais pourquoi est-ce que vous, des fois, vous avez le crâne rasé, alors que dans certains peuples et tout, on avait plein de sculptures capillaires. En fait, lui m'a répondu, mais justement, on est en train de démontrer que nous, on n'a pas besoin d'antenne. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est arrivé à un tel niveau où nous sommes incarnés et on n'a pas besoin de ça pour se connecter. Tac, on est connecté, on est dedans. Euh, pour les passionnés d'Égypte ancienne, il me semble que c'était ceux qu'on appelait les prêtres Sem. C'était des personnes qui rasaient tous les poils de partout, que ce soit la barbe, les poils pubiens, tous les poils, et ils entraient dans ce qu'on a appelé plus tard, je crois, le Naos, ou en tout cas le Saint des Saints, et que la possibilité d'entrer dans ce genre d'endroit-là était conditionnée par le fait de tout raser. Donc là, comme quoi, une vérité, à un moment donné, peut devenir presque une sorte de mensonge selon le degré auquel tu vas te situer, quoi. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est, en tout cas, lui, il le disait dans le sens d'une démonstration de force, démonstration de puissance. D'accord. Mm. Qu'est-ce qui va occasionner, notamment, le, alors quelqu'un qui a un cuir chevelu sec, est-ce que c'est une nature ou est-ce que justement ça peut être plutôt causé par les différents produits chimiques donc, qu'on va utiliser ou est-ce que c'est simplement une nature de peau? C'est dû simplement à la nature de l'individu hein, qui a peut-être un cuir chevelu sec. Est-ce que voilà, est-ce que chacun peut avoir, comme on dit, une nature grasse ou sèche ou plutôt simplement cette soi-disant nature est plutôt causée par des produits chimiques que nous utilisons. Alors, je dirais que oui, nature, moi je parlerais plus de tendance, c'est-à-dire que le peuple noir a une peau à tendance sèche, dans le sens où même en tout cas on parle de sec ou gras. Pourquoi? Parce qu'on va parler du taux de sébum. Ils ont décidé d'appeler ça sébum, donc c'est le gras là qu'il y a en question. Et donc nous, noirs, nous avons une peau à tendance sèche. Quand je dis à tendance, c'est quoi? C'est-à-dire que si jamais on ne fait rien depuis le moment présent, là, aujourd'hui dimanche à 19h54, et pendant 48-72 heures, et qu'on ne met rien sur notre peau, mais vraiment rien du tout, ni eau, ni savon, rien du tout, eh bien, on va se rendre compte qu'on va avoir une peau de crocodile, en fait, tout simplement. C'est comme ça que nos mamans savaient qu'on ne s'était pas lavé, parce qu'il suffisait de regarder au niveau du genou, au niveau des jambes, même au niveau des avant-bras et autres, on voyait que ça devenait sec. Toi, tu t'es pas lavé. Voilà. Donc ça, c'est pour la peau noire, de manière générale. Après, il y aura des tendances plus fortes ou moins fortes, etc. Mais c'est cette tendance-là. Par contre, un Européen, un Blanc ou un Asiatique auront une peau qui aura une tendance beaucoup plus grasse. Eux, de la même manière, si jamais on ne met rien sur leur peau pendant 3-4 jours, eh bien, en fait, ils auront tendance à produire du sébum. Ils vont commencer à briller, non pas que du visage, mais sur tout le corps, sur la peau, et les cheveux vont commencer à devenir collants. Donc, ils vont devenir gras. C'est un peu ce qu'on expliquait, ce qu'on voyait, nous, à l'époque, avec le style grunge. Donc, les gens les blancs qui ne se lavaient pas les cheveux, et qui avaient une certaine musique, etc., etc. Donc là, ce sera plus des tendances. Déjà parce que on a déjà remarqué que physiologiquement, là, c'est pas moi qui le dis, mais physiologiquement, les glandes sébacées d'un blanc seront déjà plus importantes, plus grosses que les glandes sébacées d'un noir. Donc là, effectivement, déjà, il y aura euh, une tendance, déjà de base. Maintenant, si nous, on trouve le moyen de prendre des produits
qui ont pour vertu d'attaquer et d'assécher encore le cheveu ou la peau, forcément, on va encore plus assécher. Le blanc, comme je vous ai dit, il a une peau à tendance grasse. Donc, il a un excès de gras sur la peau, sur le cheveu. Il faut qu'il trouve des produits qui auront pour mission d'attaquer et de nettoyer. Donc, ça va attaquer le gras et en même temps, ça va nettoyer. Donc, quand ça attaque le gras, ça veut dire que ça enlève le gras, la peau peut mieux respirer, les pores ne sont plus bouchés, etc., etc. Pareil pour les cheveux, les écailles des cheveux fonctionnent bien, sont bien ouvertes, se referment, tout va bien, les cheveux peuvent voler au vent. Ces produits-là, en fait, ce sont les produits détergents. C'est-à-dire, on va résumer par tout ce qui mousse, savon, shampoing, gel douche, etc. Ça, c'est pour le blanc. Mais pour nous, depuis toute cette étape qu'il y a eu, donc colonisation, traite négrière, etc., eh bien nous, en fait, on a commencé, nous aussi, à utiliser des produits détergents. Savon, shampoing, etc. Je pense que la plupart d'entre vous qui êtes là, vous utilisez du savon, du shampoing, et éventuellement du gel douche. Seul souci, c'est que quand le savon et le gel douche arrivent, eux, ils ont pour mission d'attaquer et de nettoyer. Alors oui, ça va vous nettoyer, mais oui aussi, ça va vous attaquer. Donc ça va attaquer votre peau, ça va attaquer vos cheveux. Voilà pourquoi, à force d'être attaqué, et puis en fait, quand vous ressortez de la douche, il y a de fortes chances que vous alliez chercher du lait de toilette pour tenter de revenir vers l'équilibre parce qu'en fait, vous avez attaqué directement votre peau. C'est ça qui va se passer en fait. Et donc la peau, le cheveu aussi, qui a commencé à devenir de plus en plus sec, de plus en plus cassant, de plus en plus fragile. La peau aussi qui va parfois démanger et qui peut même aller parfois jusqu'à certaines formes d'eczéma et autres, quoi. Alors, dernière question, en espérant qu'après, d'autres pourront en avoir. Euh, la, la, la calvitie. La calvitie qui peut autant toucher les hommes, c'est un peu moins, c'est un peu plus rare, mais en termes de visibilité, parce que je pense que tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de femmes des fois portent des perruques pour masquer également une calvitie. La calvitie, elle est causée par, là encore, une fois de plus, je veux dire, est-ce que c'est un processus naturel ou est-ce encore le fruit, la conséquence de mauvais soins apportés au cuir chevelu ou aux cheveux, voilà. D'accord. Merci pour cette question et je vais dérouler en fait, parce que le processus, avant d'arriver à la calvitie, en général, il y a d'abord de moins en moins de cheveux. Donc, on va commencer avec une forme d'alopécie, ça devient un peu plus clairsemé. Ce qui pousse n'est plus tout à fait du cheveu, ça va devenir du duvet, c'est-à-dire qu'il y a du poil, mais qui n'a même plus parfois la couleur noire en fait. C'est ce que je fais remarquer souvent à certains hommes, même, hein, même des femmes, que lorsque je regarde leur cuir chevelu, je commence à tirer et ils sentent que oui, effectivement, j'ai tiré quelque chose alors qu'ils ne voient rien. Donc, c'est déjà un cheveu qui est devenu tellement fin qu'il n'a même plus de mélanine ni quoi qu'est-ce ou quoi. Il est quasiment transparent, donc du duvet, mais il est encore là. Et après, effectivement, ça peut être à nu, quoi. Les différentes agressions vont faire que euh, on va agresser le cuir chevelu. Et avant même d'arriver à la calvitie, il y a différentes étapes, en sachant que les causes de la calvitie sont multiples, hein. Mais l'une des causes parfois, notamment chez les hommes et même certaines femmes, c'est que quand on va utiliser les produits asséchants, donc les produits détergents, etc., voici les pores, les trous que vous voyez là devant, ce sont les pores du cuir chevelu. Et plus vous allez attaquer avec ces produits, et plus les pores vont vouloir se refermer, comme pour éviter que le produit détergent n'aille trop en profondeur. Donc déjà, les pores se resserrent. Puisque les pores se resserrent, n'oubliez pas que le cheveu, lui, il sort par les pores. Donc, si déjà les pores se resserrent comme pour se protéger, bah, le cheveu, lui, aura du mal à sortir et à pousser. L'énergie qu'il avait juste pour pouvoir pousser, il va devoir la déployer non seulement pour pousser, mais en plus pour faire assez de place pour pouvoir avoir un trou nécessaire, donc pour pouvoir sortir. Donc là, déjà, on est en train de fatiguer le cheveu. Ensuite, le cuir chevelu, lui, c'est de la peau, donc. La seule façon qu'il va avoir pour se défendre, c'est tout simplement de créer de la nouvelle peau. Et très souvent, cette nouvelle peau, elle va être agressée par le shampoing, etc., etc. Et quand le shampoing vient agresser cette nouvelle peau qui a à peine quelques jours, il y a de la peau qui ne se constitue plus, mais parfois ça laisse encore un peu
de cette nouvelle peau et ça va vous faire des petites peaux mortes, ce que vous allez très souvent appeler des pellicules. Seul souci, lorsque vous avez un problème de pellicule, on va vous proposer un shampoing antipelliculaire. Mais le shampoing antipelliculaire, moi, je veux bien. Et comme je vous ai dit, c'est un produit détergent. Et si vous regardez bien, depuis qu'on est enfant, presque tous les 2 ans, tous les 4 ans, vous avez toujours une nouvelle publicité, nouveau shampoing antipelliculaire. Donc, c'est ce que je dis toujours, c'est que si on vous propose des nouveaux shampoings antipelliculaires, bah, de 2 choses l'une, soit les shampoings précédents qu'on vous proposait ne fonctionnent pas, ou soit c'est qu'ils fonctionnent, mais c'est nous qui sommes en train de devenir des mutants au fur et à mesure du temps. Et donc, il faut à chaque fois trouver des nouvelles formules, de nouvelles pellicules qui sont en train de se former parce que ce sont des pellicules mutantes. Donc, il faut savoir un peu ce qu'on veut, quoi. Et au bout d'un certain temps, le cuir chevelu, lui, peut avoir un mécanisme de défense extrême qui consiste à dire, moi, je vais créer une couche de peau qui va faire en sorte que rien n'entre, donc comme produit agressif, mais rien ne sort non plus. Donc là, ça va totalement se resserrer, une couche de peau par-dessus qui va être assez solide, et donc là, le cheveu, lui, il est en dessous, il ne peut pas spécialement sortir, pendant que les agressions aussi ne peuvent pas forcément venir. Là, on va commencer à parler d'alopécie, ou voire même de, comment dire, de calvitie. Mais attention, ce n'est pas toutes les calvities qui ont cette origine-là, mais il y en a beaucoup qui sont dues justement à ces agressions chimiques qui sont faites perpétuellement sur notre cuir chevelu. Et donc, dans certains cas, parfois, on peut faire repousser des cheveux parce qu'on va faire en sorte que la peau puisse se rétablir et donc les pores puissent s'ouvrir et de là, le cheveu sort. Mais dans certains cas, c'est compliqué. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la calvitie, j'ai vu Faiza Mbié. Donc, ce qui va se passer au bout d'un certain moment, c'est qu'il y a aussi des calvities qui ont des problèmes, qui ont des origines internes. Et là, il faut faire très attention, notamment pour messieurs. C'est que moi, j'ai de plus en plus de jeunes hommes qui viennent à l'âge de 20, 24, 25 ans et qui me disent que, bah, écoute, moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut résoudre mon cas? Parce que moi, je commence à avoir des pertes de cheveux, c'est génétique. Et je lui demande pourquoi c'est génétique. Oui, parce que mon grand frère a déjà ça, mon père aussi. Et puis, et je lui demande, est-ce que ton grand-père avait ça? Parfois, il ne sait pas. Mais c'est parce que aussi il y a des mauvaises habitudes qui viennent. C'est-à-dire qu'une grosse consommation de sucre, notamment chez les hommes, pardon, une grosse consommation de sucre, une grosse consommation d'alcool, etc., peuvent avoir beaucoup de conséquences au niveau des glandes surrénales ou même d'autres zones du corps. Et ça peut aussi se manifester, je dis bien se manifester au niveau du cuir chevelu et donc aussi au niveau de formes de calvitie, etc., etc. D'accord, merci bien. Bah, Faiza, tu peux prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Foulélé, et bonjour à notre invité. Je voulais savoir au niveau de la douleur, de l'hypersensibilité. Je me suis questionnée longuement parce que j'ai eu une période comme ça où mes cheveux, malgré le fait que j'ai des locks et j'utilise des produits naturels, bon, c'est ça. Il y a eu une période dans ma vie où au niveau de mon cuir chevelure, j'ai eu une hypersensibilité au point de ne plus être en mesure d'aucune manipulation quelconque. Donc, avec le temps, en fait, ce que j'ai fait, j'ai éliminé tous les produits que j'avais dans mon armoire à produits et j'ai recommencé mes produits parce que je les fabrique parfois moi-même. Et c'est parti, sans pour autant que je sache la raison pour laquelle j'ai eu ce problème. Donc, je traite les cheveux et j'ai des femmes qui se plaignent aussi des pertes de cheveux bon, de façon inappropriée, là, qu'elles ne comprennent pas. Bon, je pense que c'est le foulard à certains moments, à d'autres moments, les perruques. Mais quelles sont les autres raisons aussi qui peuvent arracher les cheveux devant vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vois, c'est Sur la donc tête, devant, en avant. sur les côtés, souvent Oui, au niveau des tempes et autres. voilà, voilà. Mhm. Voilà. D'accord.
Merci Feza. Alors là, moi, je détecte donc deux questions. Donc, il y avait la question de l'hypersensibilité, c'est ça, et puis aussi les Oui, différentes pertes au niveau donc, des tempes et autres. Bon, pour les pertes, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Pour moi, il y a plusieurs facteurs, mais déjà, le premier facteur, c'est l'utilisation la plupart du temps de produits qui ne sont pas adaptés, en fait. C'est-à-dire que régulièrement, et ce depuis tout petit, on est en train d'agresser notre peau et on est en train d'agresser nos cheveux avec des produits qui ne sont pas adaptés. À la longue, la pratique aussi de tresses qui sont trop serrées, etc., etc., utilisation de brosses, utilisation de peignes avec des dents serrées, le fait de toujours vouloir peigner ou brosser, c'est tout sauf bon en fait, parce que nous avons des cheveux bouclés, pour ne pas dire crépus. Ils sont bouclés, ondulés, tout ce que vous voulez, mais ils sont sous forme de boucles. Donc, si vous regardez bien, nos ancêtres n'avaient pas de brosse. J'ai bien dit brosse. Ils avaient souvent des peignes afro. Et le peigne afro, en fait, il ne fait que imiter ma main. Voilà pourquoi on vous fait prendre des peignes afro ou bien des peignes à larges dents, en fait. Parce que quand il va passer dans les différentes boucles, il va y aller de manière moins brutale qu'une brosse qui a plein de picots et qui va venir et qui va arracher, en fait, les cheveux. Après, il y a l'utilisation, surtout malheureusement pour les jeunes filles, de tout ce qui est gel. Vous voyez, parce que très souvent, elles aiment faire ce qu'elles appellent les baby hair. Ici, là, devant, donc ça consiste à mettre du gel et à modéliser le devant. Mais le gel, en fait, pour moi, c'est de la colle, quoi. Le gel, il va encore plus étouffer le cheveu. Donc, les cheveux sont beaux au départ, mais à un moment donné, il n'y en aura plus parce qu'ils ne peuvent plus respirer, ils ne peuvent plus consommer, même s'oxygéner tout court. Et ce n'est pas parce qu'elles vont rincer le soir même que forcément tout le gel est parti, quoi. Donc, à force, le cheveu devient de plus en plus fin et parfois même il n'est plus là. Et pour l'hypersensibilité, ben, de ce que je note, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons parfois pour l'hypersensibilité. Je ne sais pas où tu te trouves. Tu es dans un pays où il y a le soleil aussi, pas mal de soleil. non, je suis au Canada. Canada, ah oui, donc ouais, il y a les extrêmes là-bas, il y a le froid, il y a le chaud. Alors, parce que en fait, si je parle de ça, c'est parce qu'il y a parfois différents produits qu'on peut être amené à utiliser. Lorsque je parlais des produits à base de dérivés de pétrole, je vous laisse juste imaginer si vous êtes au Sénégal, par exemple, et qu'en gros, vous avez du plastique sur la tête, donc paraffinum liquidum, et le soleil qui est en train de taper à longueur de journée, très souvent, en fait, ça cuit le cuir chevelu, en fait, tout simplement. Et donc, on arrive parfois à des hypersensibilités. Maintenant, lorsqu'on utilise des produits, même ici, il se peut que tu aies même pu faire une forme d'allergie, en fait, sans même le savoir. Pardon, dans le sens où un des composants dans l'un des produits qu'il y avait était en train d'attaquer, en fait, tes cellules, en fait. Et sans pour autant avoir détecté lequel, mais il se trouve que dès l'instant où tu as commencé à refaire toi-même tes produits, à savoir exactement ce que tu mettais dedans, eh bien, c'est parti. Et il y a vraiment plusieurs hypothèses là pour voir. Si tu avais les composants, il aurait fallu voir. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je me suis questionnée, hein, je me suis demandé si ce n'était pas un début d'une maladie quelconque. Parce que c'était à ce point-là, c'était tellement sensible que ça faisait mal au toucher, hein, rien qu'au toucher. Oui, je vois. En fait, j'en parle parce que bon, j'ai fait pas mal de masterclass dans pas mal d'endroits. Et c'est vrai que lors des masterclass, les gens peuvent venir après. Et il y a une personne qui faisait tout simplement une allergie à un conservateur. Il faut savoir que ce qu'on ne vous dit pas peut-être dans la cosmétique actuelle, c'est que la majorité de ce que vous achetez, en fait, c'est de l'eau. Vous verrez toujours, le code INCI, en tout cas en Europe, impose qu'on dise ce qu'il y a dans le produit cosmétique. Donc, quand vous regardez la composition derrière, on met ça décrescendo, c'est-à-dire que le premier produit qui est mis, ça signifie que c'est le produit qui est en majorité dans le contenant que vous avez. C'est-à-dire que là, j'ai une bouteille d'eau, j'ai une bouteille d'eau, donc là, il n'y a quasiment que de l'eau. Mais la plupart de vos produits cosmétiques, quand on vous dit aqua d'abord, c'est-à-dire que dans cette bouteille d'eau-là, en fait, il y a peut-être 60-70% d'eau.
Ensuite seulement, ils commencent à vous mettre les composants patati patata. Pourquoi je vous sensibilise là-dessus? Parce qu'en fait, lorsque vous prenez des produits qui sont à base d'eau, c'est obligatoire que vous mettiez ce qu'on appelle des conservateurs. Le conservateur, c'est quoi? C'est ce qui va empêcher le produit de pourrir trop vite. Alors, il y a deux versions. Il y a la première version, on va dire, mais c'est pour votre santé, madame. Parce que, vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir des staphylocoques, enfin, il y a plein de maladies qui peuvent apparaître, des bactéries, etc., etc. Donc, forcément, on se sent rassuré. On a des conservateurs, le produit aura moins de chances de pourrir. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une deuxième version. La deuxième version, c'est moi, je suis producteur de produits cosmétiques. J'ai fait des produits à base d'eau. Ça veut dire que la durée de vie de mon produit ne va être que de 2, 3 ou 4 mois. Donc, j'ai un certain stress à devoir vous vendre des produits dans un délai de 4 mois. Alors que dès l'instant que j'ai mis les conservateurs, parfois mon produit, avant même que vous ne l'ayez ouvert, eh bien, en fait, je peux le laisser dans un rayon de magasin pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, j'ai beaucoup moins de stress. Sauf que qu'est-ce qu'un conservateur? Un conservateur, c'est quelque chose qui va arriver dans une bouteille, dans un contenant, et là où il y a de la vie, même si on a mis de la carotte, du gingembre, etc., le conservateur il a pour mission de dire dans la bouteille, hey, calmez-vous là. Ici, il faut ralentir. Il faut ralentir la vie pour éviter donc que ça ne pourrisse trop vite. Donc, quand il est en train de dire ça, le peu de vie qu'il y avait va vouloir lutter un peu, mais comme on met une bonne dose de conservateur dedans, à un moment donné, le conservateur a gagné. Donc, dans la bouteille, dans ce produit cosmétique à base d'eau, le conservateur est là, sans compter les stabilisateurs, hein, mais on va juste parler du conservateur. Donc tout se passe bien. Maintenant, quand vous achetez ce produit à base d'eau, vous achetez un produit, on vous met de superbes photos avec de l'avocat, du concombre, ce que vous voulez, mais dès l'instant que vous allez le mettre au contact de votre peau, au contact de vos cheveux, eh bien en fait, le même conservateur qui était dans le produit, il va arriver sur la tête et il va dire, hey, ici, on se calme. Pas de vie, ou en tout cas, il faut ralentir pour éviter que ça pourrisse. Et donc là, il va y avoir un conflit. Il va y avoir un conflit entre votre peau et le produit qui contient donc du conservateur. Donc, pour celles qui ont le plus de chance, en général, ça se manifeste par des démangeaisons. Donc là, vous savez tout de suite qu'il faut arrêter de prendre ce produit-là. Mais pour d'autres personnes, ça va se manifester par d'autres choses, soit des dérèglements d'un point de vue hormonal, etc., où on va parler de perturbateurs endocriniens, ou parfois même ça peut même aller plus loin jusqu'au cancer, puisqu'au final, le cancer, c'est des nouvelles cellules qui sont en train d'arriver en étant déformées, et qui vont vouloir dire que bah, c'est à nous de nous reproduire en majorité, et il y a un conflit dans le corps entre ces cellules-là et les cellules qui devaient sortir avec le bon programme génétique, on va dire. Et donc, entre toutes ces différentes étapes-là, les conservateurs qui sont dans les produits peuvent avoir différents types d'actions. Et c'est arrivé à pas mal de personnes qui ont dû faire des tests, heureusement parfois avec des allergologues qui font bien leur travail, jusqu'à réussir à détecter parfois quel est le conservateur en question qui est mauvais, quoi. Donc, il se peut aussi qu'il y ait eu une micro, ou en tout cas une forme d'allergie par rapport à ce conservateur-là. D'accord, merci beaucoup. Merci, Frida. Alors, il y a Kumba qui pose une question, je vais te la lire. Hein. Mon fils a été traumatisé par le fait de lui raser les cheveux étant enfant. À ses 3 ans, une fois que je les ai compris, j'ai décidé de laisser ses cheveux pousser. Il a gardé en mémoire cette douleur au niveau de son cuir chevelu. Comment l'emmener à être moins craintif? Pourtant, j'ai arrêté l'utilisation du peigne et de la brosse. Alors, là, par exemple, typiquement, je ne sais pas de quel peuple est Kumba. Peut-être qu'elle est Peul, je ne sais pas, ou autre, parce que je sais qu'il y a parfois ce genre de choses-là, mais bon. Soninké, ok, merci Kumba. Donc Soninké, alors je sais qu'il y a normalement des moments bien précis dans la vie d'un enfant où on est amené à couper. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu as eu à couper, Kumba, ou en tout cas où toi, et en tout cas vous les parents, vous avez été amenés à couper, il y a eu effectivement un trauma. Alors du coup, est-ce que maintenant l'enfant a mal à chaque fois qu'on essaye d'eux, ou bien
en fait, il a gardé en mémoire ce moment, cette première fois où on lui a coupé les cheveux, en fait. Et par rapport à ça, si jamais c'est plus un trauma, je pense qu'il faudrait déjà être amené à beaucoup plus parler avec lui et aller doucement dans le fait d'être amené à couper. Parce que de ce que je comprends, c'est en fait, c'est le fait de couper maintenant. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est en mémoire. Alors, je ne sais pas quelle est la hauteur des cheveux de l'enfant, mais soit tu peux lui faire des soins, déjà commencer par la notion de soin, avec des huiles, lui masser la tête, etc. En fait, qu'il ait un autre rapport avec le moment où on est en train de toucher sa tête, en fait. Au moment où maman est en train de toucher ma tête, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est un moment où maman est en train de me raconter de me chanter des comptines? Est-ce que c'est un moment où c'est juste avant de dormir, avec une huile dans laquelle maman aura mis peut-être un peu de, pas forcément du parfum, mais en tout cas certaines plantes avec certaines odeurs qui vont me rappeler l'Afrique, etc., etc. Donc en fait, c'est de créer un moment pendant lequel le soin de la tête va se faire, ou même un massage capillaire, parce que déjà là, on va dans une autre direction et du coup, l'enfant commence à avoir un autre rapport avec le fait qu'on commence à manipuler sa tête, quoi. Entre autres, hein. Parce que même, il faut savoir que je suis allé un peu vite, mais traditionnellement, le moment de la coiffure, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'était un moment où on apprenait les choses. C'est-à-dire que déjà, on ne confiait pas sa tête à n'importe qui, mais dans les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple aussi, au moment où on était en train de coiffer, comme les cheveux sont des antennes, on optimisait cet apprentissage, puisque c'était aussi le moment où on racontait des comptines, au moment aussi où on racontait la lignée de la femme ou la lignée de l'homme, et on continuait à mettre des enseignements, quoi. Donc, enfin, à prodiguer des enseignements pendant qu'on était en train de coiffer. Donc, c'est un moment que tu peux choisir aussi pour lui raconter des histoires, les histoires de ses parents, de ses grands-parents, etc., etc. Et en gros, d'associer ce moment, en fait. Je ne sais pas si je suis clair, Kumba. Non, mais je t'en prie, je vous en prie. D'accord. Merci, Kumba, pour cette question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une Oui, question? allô? Allô, vous Alors, m'entendez? oui, on t'entend, Pierre Fabre, à toi là. Bonsoir à tout le monde, bonsoir au présentateur. Donc, j'allais juste rebondir rapidement sur sur la question de Kouma parce que ça m'a un peu intéressé. Moi, j'ai aussi une fille, en fait, que j'avais décidé de raser à un moment. Par contre, elle, c'est le bruit de la tondeuse qu'elle n'aime pas depuis. Enfin, dès qu'elle entend le bruit de la tondeuse, elle se met à pleurer. Parce qu'il n'a pas aimé, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, ça s'est rentré dans l'ordre. Par contre, je voulais poser une question un peu dans le même sens. En fait, ma fille, elle est née avec, en fait, comme une bande derrière la tête où les cheveux ne poussaient pas jusqu'à ses 2 ans. Bon, la première fois, je me suis dit peut-être qu'elle est née comme ça. Je vais essayer de la raser. Donc, je vais raser pour essayer de laisser tout pousser. Et ça a repoussé de la même manière. Et là, elle a 3 ans. Bon, il n'y a plus ce trace-là. Et j'ai eu une deuxième fille qui a la même chose actuellement. Elle a 7 mois. Donc, je me demandais si ça peut être lié à quelque chose, c'est un signe, quelque chose, ou c'est juste une trace comme ça qui va finir par disparaître, comme avec la première. D'accord, merci Fabre. Déjà, même pour la tondeuse, hein, c'est vrai que le bruit de la tondeuse, il y a certaines tondeuses, franchement, même moi, même moi en tant qu'adulte, parfois c'est un bruit même pour faire la barbe, c'est assez fort. Et je pense que parfois aussi, ce que tu pourrais être amené à faire, c'est de montrer à bébé que voilà, papa lui aussi utilise la même tondeuse sur lui et que ça ne fait pas mal, etc., etc. Enfin, c'est d'y aller d'une manière assez périodique. Pour les bandes derrière, où c'est à nu, il faut savoir que c'est plus ou moins normal, hein. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, tous les bébés ne naissent pas forcément avec déjà tous les cheveux sur la tête. Certains naissent quasiment chauves, voire même totalement chauves. Certains naissent avec quelques points où il y a des cheveux. Et souvent, parfois même cette bande-là, ça peut aussi dépendre de la façon dont on fait dormir l'enfant aussi, parfois. Il y a plusieurs raisons, mais surtout,
je dis, il ne faut pas s'inquiéter, pas avant les 4-5 ans, ouais, pas avant 4 ans, à peu près 4 ans et demi. Il faut juste bien nettoyer. Quand je dis bien nettoyer, c'est faire le bain, masser la tête. C'est vrai qu'on fait de moins en moins de massage aussi au niveau des enfants, que ce soit au niveau du crâne, donc du cuir chevelu et même du corps. Ce n'est que maintenant que certains scientifiques découvrent que la constitution de l'enfant, certes, ça dure 9 mois de gestation, mais on peut très facilement rajouter 9 mois encore, rien qu'en faisant des massages et autres, parce que les terminaisons nerveuses continuent à se former. Et donc, même le corps devient plus robuste et la coordination est meilleure parce qu'on est en train de masser, quoi. Donc, ne pas hésiter aussi à masser même légèrement ou caresser la tête. Ça va stimuler d'une certaine manière le cuir chevelu, parce que dès l'instant qu'on touche ou qu'il y a un contact, ça stimule, quoi qu'on dise. Donc, ça stimule légèrement. Et de là, enfin, en tout cas, il n'y a pas de quoi être inquiet actuellement. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Fab? Oui, 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 c'est bon. Justement, pour les massages, oui, moi, j'ai ma mère, elle vient à chaque fois. Donc, elle essaie de faire des massages même après la naissance jusqu'à 6 mois à peu près. En Super. masse, parce que bon, d'après elle, c'est très important de masser Ah, l'enfant jusqu'à. oui, vraiment, je confirme. Ouais, Bon, voilà. Si, en tout cas. je t'en Mais prie. je Merci. ne sais pas si ça sera à la fin qu'on va avoir des informations sur vous, parce que moi, j'ai aussi une préoccupation que Mhm. euh, que j'allais poser comme question aussi. Je suis allé une fois en Afrique du Sud, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Il y a beaucoup de femmes là-bas qui ont soit ces problèmes de calvitie ou elles se rasent totalement parce qu'elles ne savent plus quoi en faire en fait. Oui. Et moi, j'ai un peu peur parce que j'ai 2 filles aujourd'hui. Du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, pour éviter d'en arriver là, parce que je pense qu'avec tout ce que les femmes utilisent aujourd'hui, c'est juste une question de temps qu'on se retrouve un peu dans la même situation, quoi. Donc, est-ce qu'on va avoir derrière, je sais pas, des techniques? Bon, j'essaie de lire, hein. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, je suis tombé sur une Camerounaise qui fait aussi dans le même truc. Il s'appelle Bissa, un truc comme ça, où j'ai essayé de communiquer avec le produit pour regarder un peu ce qu'il y avait dedans, justement pour les filles. Mais je ne sais pas si vous avez des techniques, des choses à faire, parce que je pense qu'elles sont encore très petites. Le temps qu'elles découvrent, ça risque d'être trop tard. Donc, c'est mieux de commencer tôt pour ne pas être surpris. Bah, en tout cas, moi, je ne peux que te féliciter, Fabre, parce que c'est ce que je dis souvent lors des masterclass, dès l'instant qu'il y a des hommes, c'est que aujourd'hui, on est dans différents enjeux, en fait. C'est-à-dire qu'un homme, un papa, qui va s'occuper, ou en tout cas qui va s'intéresser aux soins des cheveux de sa fille, c'est très constructeur, selon moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de self-love, patati patata, mais une jeune fille qui va grandir dans ces conditions-là, avec même papa qui va peut-être même parfois lui faire des tresses ou quoi, bon, je donne une caricature, mais en tout cas, c'est une jeune fille à qui on ne pourra pas raconter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle estimera qu'elle, elle mérite l'amour d'un homme, puisque le premier homme sur Terre qui est censé l'aimer, son père, en est même arrivé jusqu'à s'occuper de ses cheveux. Donc, je trouve qu'il y a une très belle symbolique là-dedans, et en plus, c'est très important. Ce n'est pas un domaine qu'il faut justement laisser uniquement aux femmes ou aux sœurs, à la belle famille ou je ne sais quoi. Nous aussi, les hommes, nous avons notre part. Donc, vraiment, je ne peux que te féliciter là-dedans. Et maintenant, par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud, Afrique de l'Est aussi, même lorsqu'on commence à arriver, que ce soit au Rwanda, Burundi, Kenya, très souvent, les femmes ont souvent le crâne rasé ou les locks, ou bien l'afro. Ça Ouais. va pas plus loin. Mais c'est parce qu'il y a eu cette perte, justement, de ces connaissances-là. La colonisation a été différente, certes, mais il y a aussi eu ce genre de choses qui se sont passées, parce que je communique avec une doctorante, d'ailleurs, burundaise, et qui me disait elle-même hein, que, ouais, non, 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 nous, c'est crâne rasé, on ne se prend pas la tête et tout, on n'a vraiment pas eu de technique capillaire, etc., etc. Et à force de discuter, et avec preuve à l'appui avec des images, elle s'est rendue compte qu'effectivement, ces techniques-là existaient, en fait. Mais maintenant, l'industrie, comment dire, le côté agriculture, etc., n'étant pas forcément bien maintenu, il y a certaines plantes ou en tout cas, il y a certaines huiles, certains ustensiles qui ne sont plus accessibles. Et donc, au bout d'un certain temps, on en est arrivé à se dire que bah non, on ne sait pas trop comment s'en occuper. Donc, on ne défrise pas, certes, mais on estime qu'on n'a pas d'héritage capillaire, alors que c'est faux, en fait, notamment même au niveau de l'Afrique du Sud.
Il n'y a qu'à regarder certaines pages Instagram ou autres, comme Inheritance par exemple, ou encore d'autres, où on se rend compte que on a un patrimoine tellement riche qu'on aurait même juste l'embarras du choix, quoi. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fab. Alors, il y a Imhotep qui a 2 questions. La première, c'est: peut-on ramener le cheveu à sa qualité initiale, bien qu'on ait subi toutes les agressions pendant des années? En fait, la seconde est: que dire des cheveux blancs précoces? Alors, ramener les cheveux à sa qualité initiale, oui, c'est possible. C'est un long travail. Ça va dépendre des dégâts qu'il y a eu. C'est un long travail, mais ça reste possible dans la majeure partie des cas. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que c'est dans tous les cas, puisque je n'ai pas traité tous les cas. Mais dans la majeure partie des cas, plutôt que le mot initial, moi je dis souvent que j'essaye de redonner les cheveux que le créateur avait programmés pour nous, en fait. Donc ça, oui, c'est possible. C'est de la patience et beaucoup d'écoute. Écoute de son corps, en fait. Parce que faut bien distinguer le paradigme ancestral du paradigme dit moderne ou quoi. C'est qu'on n'est pas dans la notion de produit miracle. C'est-à-dire qu'un produit qui va fonctionner pour Foulélé, par exemple, ne sera pas le même que pour un autre homme ou même pour son frère. Et même si c'était son frère jumeau, par exemple, s'il en avait un, eh ben, ça ne fonctionnerait pas forcément de la même manière avec lui, puisque, vous comprenez, la plante a sa propre vibration et sa vibration va interagir avec la vibration de l'individu. Donc nous, on est dans ce paradigme-là, en fait. Et maintenant, pour réussir à trouver la combinaison de bonnes plantes pour rétablir le cheveu, ça prend du temps, et plus on arrive rapidement et plus on arrive à démontrer qu'on est capable d'être à l'écoute de son corps pour réharmoniser les choses, en fait. Et puis la question des cheveux blancs précoces, je comprends pas trop la question. Qu'en dire? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir les cheveux blancs précoces, par exemple? Enfin, je présume que c'est peut-être ça la question, mais je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Et à 18 ans, par exemple, oui. À 18 ans, j'ai envie de dire, il peut y avoir plusieurs raisons, hein, parce que parfois, il y en a certains à la perte d'un être cher qui peuvent avoir des cheveux blancs, certains qui ont connu une longue période de stress, même certains même pour le bac, hein, j'en ai connu, qui rien que pour le bac ont commencé à avoir des poils blancs et c'est resté à vie. Je ne maîtrise pas, je dois avouer, je ne maîtrise pas le processus des cheveux blancs, même pour la coloration, etc. Et qu'est-ce qui va faire que le cheveu va être blanc plutôt que de rester noir ou brun ou autre. Mais je pense que c'est aussi une façon pour le corps de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais je ne la connais pas. Désolé. D'accord. Merci, Imhotep. Alors, j'ai une question, c'est bientôt. Prend-on soin de ses cheveux? Enfin, plutôt, prend-on soin de sa barbe? J'en parle parce que je vois que tu en as une et qui est très belle à ce sujet. Prend-on soin de sa barbe de la même façon de sa barbe que des cheveux? Je veux dire, est-ce que c'est la même nature? Est-ce ça se soigne de la même façon? Voilà. Voilà. Oui, oui, oui. Moi, j'ai tendance à dire oui. Et je le démontre hein, très régulièrement. Alors moi, mes poils de barbe, là même, j'ai tassé, hein, mais c'est-à-dire qu'ils sont assez longs, selon, je peux les tasser ou quoi qu'est-ce. Il y a même certains hommes qui arrivent même jusqu'à des formes d'extrême, c'est-à-dire qu'on on a souvent reproché à la femme noire de se défriser, etc. Eh bien, sachez que de plus en plus d'hommes défrisent aussi leur barbe même. Donc, les mots MAUX qu'on avait aussi pour nos cheveux, que ce soit hommes ou femmes, mais ils se trouvent aussi au niveau de la barbe. Et moi, je la traite de la même manière que mes cheveux, effectivement. Et parfois, je peux être amené à même faire des petites vanilles hein, dans les deux branches, après avoir fait un bain d'huile, effectivement. Et puis, je vais laisser reposer et nourrir le poil pour qu'il soit assez souple, bien brillant. Et voilà, oui. Moi, en tout cas, il n'y a pas de distinction entre mes cheveux et ma barbe. Très bien. Bah, écoutez, est-ce que vous avez Ah oui, il y a d'autres Faiza. Oui, je crois qu'il y a Faiza? Faiza qui Alors, je ne lève sais la pas, main. oui, peut-être qu'elle a oublié d'enlever la main, ou si elle a une question, en tout cas, Faiza, n'hésite pas.
Oui, j'ai une question. Je voulais vous poser la question à propos de la peau. J'ai une dame que je soigne les cheveux qui a une brûlure au niveau de ses joues. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle s'est brûlée après avoir utilisé les produits cosmétiques, les produits éclaircissants. Alors depuis là, elle n'a jamais pu retrouver sa peau naturelle. C'est resté comme ça, brûlé. Je pensais que c'était des mon petit ça, des Scarification. scarifications, je pense. Mhm. Voilà. Puis elle m'a dit non, que c'était dû à un produit cosmétique qu'elle a utilisé. Donc, elle a arrêté depuis de s'éclaircir la peau, mais la brûlure est restée. Elle me demandait justement ce qu'elle pouvait faire pour guérir sa peau. Alors, il faudrait pouvoir Alors, je vous voir. pose la question. Oui, il faudrait pouvoir voir éventuellement la photo pour le type de brûlure, l'ancienneté aussi, parce que là, quand on parle de brûlure, là, c'est vraiment d'un point de vue chimique. Donc, ça peut avoir certains dégâts jusqu'à une certaine profondeur, et il faut pouvoir permettre aux cellules dans cette zone-là de se reproduire. Alors, moi, déjà, très souvent, et même pour les femmes, les anciennes décapées, par exemple, déjà, bon, on accueille, on accueille leur retour. Mais très souvent, une des huiles que je conseille par excellence, et elle est très simple, c'est l'huile de palme. Donc l'huile rouge, on va dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et c'est assez récent, on nous vante à tout va l'huile de carotte. D'accord? L'huile de carotte qui contient du bêta-carotène, qui a plein de vitamines, je ne sais quoi, qui permet la régénération cellulaire des cellules de la peau, qui donne un bon teint, tout ce que vous voulez. Elle est, euh, elle est orange parce que la carotte contient le bêta-carotène qui donne cette couleur orange, bla, bla, bla et bla. Je suis d'accord avec tout ça. Je suis tellement d'accord avec ça qu'il faudrait déjà qu'on se pose une question. L'olive, quand je la broie, si jamais je l'écrase, j'obtiens de l'huile d'olive. La palme, la noix de palme, quand je l'écrase, j'obtiens de l'huile de palme. Le ricin, quand je prends les graines de ricin, j'écrase, j'obtiens de l'huile de ricin. Donc, ce sont des oléagineux. Mais la carotte, jusqu'aux dernières nouvelles, quand j'écrase des carottes, j'obtiens du jus de carotte. Mais on dit qu'il y a de l'huile de carotte. Donc, ça veut dire que déjà, cette huile de carotte, c'est du macérat de carotte. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris de la carotte, on a écrasé de la carotte, on l'a écrasée, on l'a broyée et on l'a laissée macérer dans une huile, soit de l'huile souvent ils prennent de l'huile de colza parce que c'est moins cher, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est une huile un peu miraculeuse et qui donne des résultats pour la peau et tout. Alors que nous, on a cette huile qui s'appelle l'huile de palme, qui est très décriée actuellement, alors qu'elle contient jusqu'à 10 fois plus de bêta-carotène que la carotte elle-même. Raison pour laquelle elle est rouge, justement, rouge ou orange vif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'afropreneuses, même sur le continent, qui vont s'évertuer à créer de l'huile de carotte parce que la cosmétique actuelle va vers l'huile de carotte, alors qu'on a une huile bien plus puissante et une huile que nos anciens utilisent depuis la naissance. Et justement pour la régénération cellulaire, parce qu'elle a beaucoup de vertus, même si elle est aujourd'hui décriée, l'huile de carotte, on l'utilise pour ses vertus antiseptiques. Donc déjà, quand on coupe le cordon et que jusqu'à ce que le cordon tombe, nos anciens mettaient l'huile de palme dessus. Ensuite, même lorsque quelqu'un se blesse au village, par exemple, surtout avec un objet métallique, si on n'a rien, on prend l'huile de palme, on fait chauffer, on met sur la plaie, parce que ça a aussi des vertus antitétaniques. L'huile de palme, en fait, elle a vraiment beaucoup de vertus. Moi-même, c'est une huile que je recommande à beaucoup de personnes quand elles partent en vacances ou au soleil ou quoi, parce que plutôt que de revenir avec un teint aller dans le côté bronzé, en fait, on va revenir avec un teint cuivré, en fait. Et même dans les cas d'eczéma, ça j'en parle parce qu'on est entre nous, et puis même j'assume ce que je dis puisque ce sont des histoires vraies. Il y a une jeune fille congolaise d'ailleurs qui faisait beaucoup d'eczéma ici en France. La grand-mère a dit « renvoyez-moi mon enfant là-bas ». Et donc l'enfant est reparti au Congo-Brazza. Et donc c'était de l'eczéma jusqu'à saigner. Donc elle était même sous cortisone, pour vous dire. Donc là, c'était quand même assez lourd. Elle avait que 6-8 ans.
Donc, on la renvoie au pays et en fait, pendant plusieurs mois, elle est badigeonnée chaque jour avec de l'huile de palme et les fameuses feuilles de bananier là. Et pendant plusieurs mois, elle fait ça. Elle revient en France et elle n'avait plus que des petites crises en fait, au niveau même de l'eczéma. Et donc, pour la régénération cellulaire, moi, je peux assez souvent conseiller de l'huile de palme, de la vraie bonne huile de palme qui est pure, qu'on peut obtenir du pays ou parfois dans certaines boutiques qui sont honnêtes. Mais il faudrait déjà tenter avec ça parce que la plupart des femmes anciennes dépigmentées, moi, c'est d'abord cette huile-là que je leur recommande d'utiliser avant même les laits capillaires, les ceci, les cela. C'est d'abord cette huile-là, justement pour cette capacité de régénération en fait, de la peau. D'accord. J'avais une remarque à faire à propos du commentaire de la sœur Kumba lorsqu'elle a parlé de son enfant qui faisait des crises. J'ai eu la même chose, la même situation avec mon fils. C'est mon fils aîné. Et bon, c'était des crises, des traumatismes épouvantables. Et il criait, il me disait qu'il allait mourir. Franchement, c'était à ce point-là que il pleurait à un point. Il me disait, maman, tu vas me tuer. Et j'ai fini par arrêter. J'ai dû attendre, j'ai laissé pousser ses cheveux, j'ai dû attendre qu'il grandisse un peu avant de lui couper les cheveux. J'ai essayé avec la tondeuse, j'ai essayé avec le ciseau, c'était la même chose. Alors, je me questionne à ce sujet-là jusqu'aujourd'hui. Il n'y aurait pas une relation au niveau spirituel qui causerait ces traumas aux enfants? Pleinement. Je ne sais pas si tu étais là au début, César, mais c'est ça en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une étape à laquelle on va couper les cheveux. Lorsque l'enfant est encore petit, c'est une façon de le déconnecter en fait. C'est une façon de lui faire comprendre que maintenant tu es ici uniquement sur Terre. Tu n'es plus avec, on va le dire comme ça, tu n'es plus avec les esprits en fait. Chez nous, on peut dire que parfois, oui, quand l'enfant est là, c'est un ancien qui revient, pour ceux qui parlent de réincarnation ou autre, mais en tout cas, on est sûr que c'est quand même quelqu'un qui vient d'un autre monde, puisqu'il n'était pas incarné, et tout d'un coup, il réussit à se développer dans le ventre d'une femme, il arrive, il sort, et il devient un être incarné avec une pensée, avec un esprit, avec une âme, ce que vous voulez, mais au moment où vous allez couper, il y a tout un symbole dedans, en fait. Donc, au moment où il y a ce symbole qui est fait, je pense que normalement, il y a des étapes selon les peuples, selon l'enfant, selon les choses. Il y a réellement des étapes avant de couper. Et très souvent, ce genre d'enfants, si je puis dire, je pense que ce sont des enfants qui sont assez sensibles, en fait. Ils sont très sensibles, et puisque c'est même la thématique, hein, la puissance la puissance et le pouvoir du cheveu, c'est ça, justement. C'est cette connexion-là, et on ne va pas toujours nous le dire. Et heureusement, il y a certains enfants qui se déclarent de cette manière-là, quoi. Il y a pas mal de... Moi, j'ai une amie qui est Peul, mais dans sa tradition, non seulement en tant que Peul, mais en plus familiale, on fait des locks à l'enfant, depuis tout petit, hein. Et en fait, on ne lui coupera les locks que lorsque l'enfant dira qu'il veut qu'on lui coupe les locks. Ça peut paraître hallucinant. Et parfois, il y a des enfants, c'est à l'âge de 3 ans, ils disent non, 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 moi, je ne veux plus. Parfois, c'est des enfants à l'âge de 6, 7 ou 8 ans qu'à un moment donné, ils disent je ne veux plus de locks. Et à ce moment-là, la mère, le père se doivent de couper les locks. Et ils remarquent que le caractère de l'enfant change. Donc, si on n'a pas la grille de lecture, en tout cas, c'est une grille de lecture que j'ai proposée, hein, au départ, si on n'a pas cette grille de lecture-là, on ne va pas comprendre. On va se dire, oui, c'est que du mysticisme, c'est que ceci, c'est que cela. Alors qu'en fait, non, c'est bel et bien un changement d'état, une déconnexion qui se fait pour pouvoir peut-être se reconnecter plus tard. Mais c'est une façon de dire, maintenant, tu es là, bel et bien là, et tu vas avancer dans ce monde, mais en ayant eu assez de connexion. Si tu veux, j'ai envie de dire que c'est comme, bon, après, je ne sais pas si vous le pratiquez, mais à la naissance, normalement, on ne coupe pas tout de suite le cordon. Je ne sais pas si les gens savent, mais normalement, on laisse battre
le cordon ombilical pendant un moment jusqu'à ce que ça s'affaiblisse et après, on peut couper. Parce que c'est comme s'il y avait encore des informations qui passaient dans l'enfant une fois qu'il est sorti du ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Et même là, dans cette symbolique-là, on peut la retrouver maintenant à travers le cheveu, dans le sens où jusqu'à ses 2, 3, 4, 5 ou 6 ans, eh bien, il continue à percevoir certaines informations, on va appeler ça information, pour éviter de paraître trop mystique ou quoi, mais en tout cas certaines vibrations, et à un moment donné, on peut couper ce cordon ombilical. C'est un peu ça que nos anciens expliquaient, quoi. En tout cas, de ce que j'ai compris des anciens et de cette compréhension-là que j'ai, c'est ce que je viens vous dire aujourd'hui. Ça fait beaucoup de sens. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Nos anciens étaient, oh là là, c'est-à-dire que moi, je suis toujours fasciné de me rendre compte que j'ai parlé de haute science. Pour moi, c'est tout sauf du paranormal. Si c'est dans le sens de dire que c'est au-delà de notre compréhension du normal, j'accepte ce mot. Mais si c'est pour nous faire croire que c'est juste, on prend 2-3 cuisses de poulet, on prend des plumes, on fait tout et n'importe quoi, non, comment dire, ça obéissait à des lois, en fait. Et c'est la compréhension de ces lois dans la vie et autres qui ont fait qu'on puisse justement avoir ce rapport avec ce qui nous entoure et qu'on puisse faire venir et éduquer des êtres les plus connectés possibles, quoi, à savoir nos enfants. Donc pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Très bien. Ok, ben on va vers la fin. J'aurais une question. Alors, beaucoup d'enfants en Afrique, et je ne sais pas si en Occident aussi, mais souvent en Afrique, les enfants ont, au niveau de la peau, hein, je suis au niveau de la peau, ce qu'on appelle la dartre, je pense. Hein, Oui, Dart, ouais. Voilà. Est-ce que voilà, tu as un conseil par rapport à cela? Comment y remédier? Comment faire face à ce problème De Dart. enfin, Moi, franchement, huile de palmiste et voilà, huile ok. de palme. Alors là, essayer, c'est l'adopter, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, Alors, ok. ça va peut-être pas réussir à 100% tout le temps parce que malheureusement, on ne va pas jusqu'au bout. Moi, je vais vous dire, c'est une confidence qui n'en est plus une maintenant. Moi, je me lave exclusivement avec des huiles, de la tête aux pieds. Je mélange 2 à 3 huiles différentes et je vais me laver les cheveux, le visage, la barbe, le corps avec ces huiles-là. Donc, à tout moment, je suis en train de nourrir en fait ma peau tout en la nettoyant. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les huiles ont des propriétés lavantes en fait. Les huiles lavent. Donc, je vais remplacer le gel douche par des huiles en fait. Et donc, quand vous faites ça, il y a certains cas d'eczéma léger, d'arthrite, pas mal de maux MAUX eh ben, qui se résolvent quand même assez rapidement. Après, il y en a d'autres qui sont plus complexes, mais si déjà vous arrêtez d'agresser la peau au départ, vous êtes donc en train de la renforcer. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, on peut y aller, quoi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander, quoi. Excuse-moi, il y a Imhotep hein, qui Oui, a... j'allais le dire. Ah, Alors, voilà. effectivement, il attire notre attention. Alors, Oui. vous pouvez lire, hein, il attire notre attention sur le fait que les huiles de palme sont décriées pour des raisons de guerre industrielle. Tout à fait. Et je parle très souvent de cette huile-là, notamment lors de mes conférences. Je compare toujours deux huiles, l'huile de palme et l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que déjà, c'était la composition du fameux savon palme-olive. Donc, il y avait de l'huile de palme et de l'huile d'olive. Si vous regardez l'huile d'olive, vous verrez que l'olivier pousse autour du bassin méditerranéen. Donc, quand on veut s'en fournir, tout va bien. En revanche, l'huile de palme, le palmier en question, pousse beaucoup plus en Afrique et sur le continent asiatique, notamment en Indonésie. Il faut savoir qu'ils ont fait beaucoup d'expériences hein, pour faire ce genre de plantation-là. Ils connaissent très bien les vertus de cette huile de palme-là, puisqu'ils l'ont utilisée dans tout, l'industrie agroalimentaire, l'industrie de la chimie, etc., etc., même l'industrie de la cosmétique aussi. Mais lorsque vous voyez l'huile d'olive, on vous fait tout un branding magnifique avec le vieux fermier
qui va se souvenir que son grand-père le balançait en dessous de l'olivier, sous la balançoire, etc., etc. Limite même, c'était Platon lui-même qui était en train de se prélasser sous cet olivier-là. Et ça va faire que vous aurez des bouteilles d'huile d'olive qui peuvent coûter entre 5-6 euros et jusqu'à 60 euros le litre. Parce qu'il y a tout un branding qui va être fait autour de l'huile d'olive. Maintenant, essayez de me trouver toutes les vertus de l'huile d'olive dans l'industrie cosmétique, dans l'industrie agraire ou autre, il n'y en aura pas beaucoup. Par contre, l'huile de palme, ce dont on se rend compte, c'est que quand ces pays, notamment en Afrique, ont commencé à dire que, bah, écoutez, le prix de la vie a augmenté, il serait peut-être temps aussi de revisiter le prix de l'huile de palme, en fait, puisque nous, on produit, on a aussi besoin de se moderniser. Si ce n'était qu'en Afrique, 2-3 coups d'État et le prochain chef d'État qu'on mettait en place, limite même vous vendrez l'huile de palme un peu moins cher qu'au départ, histoire de faire allégeance. Sauf que, comme j'ai dit, le palmier pousse aussi en Indonésie. Et aller organiser un coup d'État en Indonésie, c'est un peu plus compliqué. Donc, quand on ne peut pas attaquer, on va dénigrer. C'est notamment ce qu'ils sont en train de faire via beaucoup de lobbying. C'est pour ça que les Indonésiens sont très en avant par rapport à ça. Ils essaient de casser ce lobbying de la peur, etc. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'huile de palme ne devient cancérigène que lorsque ce n'est plus de l'huile de palme, en fait. L'anecdote, c'est très simple. Je suis Congo et chez nous, il y a un plat qu'on aime beaucoup, c'est le sakasaka. Et une fois, j'ai 2 tantes qui sont arrivées, l'une qui était en France et l'autre qui venait du pays. Dans le sakasaka, il y a de l'huile de palme. Donc, celle qui venait du pays a fait le sakasaka parce qu'on était beaucoup, hein, donc il n'y avait pas les grosses marmites, donc chacune a fait son sakasaka. Donc, la maman, la tante qui est venue du pays est venue avec son sakasaka et surtout avec son huile de palme, pendant que l'autre tantine est venue avec l'huile de palme qu'elle a achetée à Château-Rouge. Comme j'étais l'un des plus petits, à la fin du repas, ben, en fait, c'était moi qui étais de corvée de vaisselle. Et au moment de nettoyer, on se rend compte de quoi? Ben, en fait, je me rends compte surtout qu'il y a des assiettes que j'arrivais à nettoyer facilement et d'autres que j'avais du mal à nettoyer, en fait. Et celles que j'avais du mal à nettoyer, ben, c'était justement cette huile qui a été totalement modifiée. Pourquoi? Parce que si avec ça, dans cette poignée, j'arrive à vous sortir 1 litre d'huile de palme, eh bien, les industriels veulent faire 3 litres d'huile de palme avec ça. Donc, ils vont rajouter des solvants, ils vont rajouter des colorants, etc., etc. Vous avez vos 3 litres d'huile de palme. Mais si vous voyez la difficulté que vous pouvez avoir à nettoyer une assiette, juste une assiette, hein, à enlever l'huile de palme de cette assiette, combien de fois pour enlever cette huile de palme de votre corps? Donc, c'est là que ça va devenir cancérigène. Alors que je vous ai déjà expliqué qu'il y a pas mal de vertus de l'huile de palme. Il y en a plein d'autres, hein. Mais voilà, quoi. Donc, oui, ce sont des enjeux, clairement. Clairement, ouais. Ok. Bah, écoute, alors, l'huile de palme, on a compris. Est-ce que pour prendre justement des bains, hop, le gel, on le met de côté. Quelles sont les huiles éventuellement que tu pourrais proposer? Est-ce qu'il y en a plusieurs, enfin comme ça, 1 ou 2? Oui, il y en a plusieurs. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, je fais un peu de pub, entre guillemets, mais c'est du gratuit, c'est que moi, en fait, j'ai décidé de créer ce que j'ai appelé un kit de renaissance capillaire. C'est-à-dire que via un lien, vous remplissez le formulaire, ça c'est par rapport au RGPD, hein, la réglementation, etc. Vous remplissez ce formulaire, je vous envoie en fait les formules, tout simplement. Donc en fait, les recettes pour que vous puissiez vous-même faire vos produits, que ce soit pour la peau et les cheveux. Et dans ce kit de renaissance capillaire, je vous explique donc qu'il vous faut prendre 3 huiles différentes. La plupart du temps, il faut vraiment mélanger 3 huiles différentes. Pourquoi? Et surtout, de textures différentes, parce que votre peau ou vos cheveux n'auront pas les mêmes besoins partout. Donc, ça permet déjà de nourrir votre peau de différentes manières avec différentes huiles, 3 huiles différentes donc. Et ces 3 huiles différentes, en général, je les adapte toujours au pays où vous êtes. Si vous êtes sur la terre-mer, je vais vous conseiller vivement, mais vraiment vivement, l'huile de palme. L'huile de palmiste. Donc, l'huile de palmiste, en fait, c'est l'huile qu'on obtient avec la petite noix, la petite amande qui est à l'intérieur de la noix de palme. C'est la noix de palmiste, en fait. Et on va obtenir l'huile de palmiste blanc ou noir. C'est ce que les Camerounais appellent le manyanga, par exemple.
donc le blanc ou le noir. Donc huile de palme mixte quand vous êtes sur le continent. Après, vous mélangez avec les autres huiles que vous trouvez assez facilement. Surtout, ne prenez pas des huiles industrielles, mais toujours des huiles alimentaires, hein. Si vous pouvez avoir des huiles du village ou autre, je vous conseille de prendre plutôt ces huiles-là. Elles seront beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressantes pour vous. Et sinon, allergie à l'huile de palme, oui, tu peux. Ah, à l'huile de palme qui est modifiée. Voilà, d'accord. Bon, bah, tu es un très bon testeur, tu es une très bonne testeuse justement de l'huile de palme modifiée, parce que du coup, si tu as de la vraie bonne huile de palme, ça devrait venir. Je vais l'écrire là, juste après, dès que je termine, ou je vais peut-être essayer de le faire en même temps. Et, euh, et donc, lorsque vous êtes sur le continent européen ou au niveau des États-Unis ou quoi, au Canada, je vous conseille plutôt de prendre des huiles dans le rayon alimentation. J'insiste, alimentation et non pas au rayon, comment on appelle ça, au rayon cosmétique. Parce que quand vous allez sur le rayon cosmétique, eh bien en fait, la plupart du temps, les produits ont été bombardés, ionisés ou quoi. Et en plus, c'est plus cher. Alors que quand vous êtes dans le rayon alimentation et surtout ce qu'on appelle, en tout cas en France, épicerie fine, eh bien là, vous êtes sûr que vous avez une huile qui est souvent de bonne qualité. C'est tout ce qui est première pression à froid, par exemple, des huiles d'olive ou autres qui seront de première pression à froid. Vous trouverez même de l'huile de chanvre aussi, qui a beaucoup de vertus pour la peau. Mais sinon, en Europe, c'est huile d'olive, de la bonne huile d'olive, parce que ça nettoie très bien, huile de coco et huile de sésame. Moi, c'est vraiment mon top 3 en général qui donne de très bons résultats. Huile de coco, olive et sésame. Voilà, je viens d'envoyer le lien, c'est une sibentum.africa. Bon, ça, c'est une autre discussion, mais je ne prends pas de .com, je prends .africa parce que c'est aussi une guerre qui se joue. J'en profite un peu pour en parler, mais c'est une guerre aussi qui se joue au niveau du numérique. Notre présence dans le numérique est très important. Donc, prendre ce mot A.Africa, c'est vraiment important, quoi. Alors, si je comprends bien, il faut se laver avec l'huile sans savon. C'est ça. Se laver, hein, le corps. Par contre, les mains et autres, quand vous revenez du dehors et tout ça, avec du savon, bien sûr. Mais le corps, vous pouvez le faire. Vous verrez, vous serez surpris. Je vais juste vous démontrer très rapidement comment est-ce qu'on peut dire que les huiles peuvent laver. Surtout les femmes, vous pourrez, je pense, que confirmer que vous vous maquillez ou pas. C'est que aujourd'hui, pour pouvoir se démaquiller, eh bien, les grandes blogueuses viennent de découvrir qu'on pouvait se démaquiller avec des huiles. Donc, pour se démaquiller sans agresser la peau. Il faut savoir qu'elles se démaquillent de quoi? Elles se démaquillent alors qu'elles se sont maquillées avec un maquillage qui est waterproof. Donc, c'est-à-dire que c'est un maquillage qui a été fabriqué, élaboré dans le but de rester et d'adhérer sur la peau, même quand il pleut, même quand... voilà. Donc, c'est un maquillage qui est là pour rester sur votre peau. Alors que la poussière ou je ne sais quoi, ou l'éventuelle saleté, elle n'est pas conçue pour rester sur votre peau. Donc, si les huiles arrivent à enlever un maquillage qui a été conçu pour adhérer à votre peau, combien de fois pour vous nettoyer de la soi-disant saleté que vous avez en fait? Donc, les huiles nettoient. Je pense qu'il y en a qui savent qu'on peut se brosser les dents même avec de l'huile de coco, des choses comme ça. Voilà, donc l'huile de coco, l'huile d'olive. Vous pouvez vous démaquiller aussi avec. Donc, vous pouvez aussi vous laver avec. Au niveau même des odeurs, au niveau des aisselles par exemple, ce qui va donner certaines odeurs, c'est le contact de la sueur avec les éventuelles bactéries. Sauf que, grande découverte, eh bien, en milieu huileux, les bactéries ont du mal à se développer tout simplement. Donc même au niveau des odeurs, il y aura moins d'odeurs. Et il ne se trompe pas, hein. Suivez bien la tendance de la cosmétique actuelle, même dans les déodorants avec les billes là qu'on mettait sous les aisselles, maintenant ils commencent à vous proposer des déodorants à base d'huile de coco. Donc voilà, voilà un peu. Essayez, vous verrez. Surtout les personnes qui ont des problèmes de peau ou qui ont des démangeaisons et autres, essayez. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain-Tout, de nous avoir accordé ce temps. Je pense que vous voyez, il est assez facilement accessible. Vous voyez, très gentil, très sympathique.
Il est accessible sur Instagram, Oui. c'est pas compliqué. Si vous tapez son nom, Steven Toom, vous le recherchez. Éventuellement, il y a d'autres, il y a Telegram, vous recherchez, vous pourrez communiquer avec lui facilement. Mais sinon, on a son site, donc www.steventoom.africa, par news, etc. Vous l'avez, vous pouvez copier dès maintenant. Voilà. Je profite également pour dire merci à tout le monde. Donc, Feza. Ah, tu as coupé ton micro, Foulélé. Ah, excuse-moi. Oui, donc je disais merci à tout le monde. Hein. Donc, je remercie tout le monde d'avoir été présent. Niassa, Feza, Kumba, Imhotep. Donc, et également, je crois avoir oublié quelqu'un, Fabre. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Je vais te laisser le dernier mot. À toi, Sylvain Touma. Ah bah écoute, moi de nouveau, merci. Merci à l'association de permettre ce genre de rencontres et surtout même en petit comité, grand comité, peu importe. Et surtout merci donc de l'enregistrer et de faire en sorte que ça puisse passer dans la postérité. Je connais déjà votre force de frappe dans, comment dire, dans l'archivage et pour faire en sorte que ces échanges-là puissent rester pour édifier même les générations futures et continuer à faire ce que vous êtes parce que c'est très qualitatif, surtout en cette période où Internet est très accessible et où, selon moi, il y a une deuxième forme de censure qui risque de se faire, c'est dans la qualité des contenus. Aujourd'hui, presque beaucoup de gens vont pouvoir dire beaucoup de choses. Je ne parle pas que dans le domaine de la cosmétique, hein, je parle vraiment dans le domaine général. Et je suis vraiment très content de voir qu'il y a des associations, en tout cas des regroupements, je préfère appeler ça des regroupements de personnes qui décident de faire du qualitatif, quoi. Et merci à vous tous d'avoir assisté, d'avoir daigné nous accompagner jusqu'à maintenant 21h, 2 heures d'entretien. Donc, merci. Voilà. Très bien. Donc, bonne soirée à tous ou bonne journée pour ceux qui ne sont pas sur le même créneau que nous, peut-être Feza, justement. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sylvain Toum, je vais te libérer parce que je pense que tu as aussi énormément de travail. Donc, Ça va. OK. Ça va, il n'y a Très pas de bien. souci. OK. Toujours dispo en tout cas, Yaya. Donc voilà, on est là. De toute façon, en garde de contact, je te recontacterai après. D'accord, ça marche. Très bien. Merci Merci beaucoup à à vous. tous et au revoir. Merci, au revoir.